Ma première boîte, je l'ai créée à 24 ans et j'ai profité d'un moment, en fait, d'une opportunité. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Pour vous lancer un projet, il faut de la motivation. Beaucoup de motivation. Comment est-ce que vous trouvez cette motivation ? Et comment nous, est-ce qu'on peut trouver cette motivation surtout ? Et en termes d'expérience, on est passé d'une idée à un business qui me rapportait, moi, 2500, 3000 euros par mois en ne travaillant qu'un week-end sur 2. Donc j'ai payé, mais c'est mon meilleur investissement parce que ça m'a ouvert des portes pour me permettre d'aller financer d'autres projets et financer d'autres investissements derrière. Et t'as coûté combien cette boîte ? Money Talk, t'as raison, comme Money Talk. C'est bien de me le rappeler. C'est une boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, j'ai acheté ça 1,250 000. Un jour, pour l'anecdote, un très bon ami m'appelle et il me dit « Manuel, apprends-moi à devenir riche ». Grégory, bonjour. Manuel, bonjour. Salut Elias. Bienvenue sur Money Talk. Donc ici, nous allons parler aujourd'hui d'actualité, de sujets concernant vous, vos passions, des sujets aussi concernant votre mindset et des sujets aussi qui concernent des questions fun, des questions un peu détentes, histoire de vous connaître un petit peu. Alors, peut-être commencer par vous présenter brièvement. Tu peux commencer, Grégory ? Ouais, merci Elias. Bonjour Manu. Je m'appelle Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis entrepreneur, investisseur immobilier, passionné par l'entrepreneuriat. J'ai créé une école aussi pour entrepreneurs et je suis ravi de pouvoir partager mes expériences ici aujourd'hui. Ok, c'est un plaisir, c'est super. À toi, Manuel ? Donc, je m'appelle Manuel Ravier, je suis entrepreneur, investisseur immobilier, serial investisseur, passionné d'immobilier. Et on a plusieurs sociétés où on aide les gens à investir dans l'immobilier et à rénover des biens. Et passionné d'entrepreneuriat aussi, d'où le lancement de ce podcast Money Talk, où on va parler d'argent, de parcours de réussite et de parcours inspirants surtout autour de l'entrepreneuriat et des gens qui se bougent, qui font des projets. Eh bien, commençons sur un parcours inspirant. Quand on était petit, quand j'étais petit, j'avais des rêves. J'avais vraiment des rêves plein à la tête. Je voulais faire plein de métiers. Je me voyais pilote d'avion à l'époque. C'était vraiment un truc que je kiffais faire. J'aimais beaucoup les avions. J'aimais les assembler en Lego. J'aimais aussi les piloter sur simulateur. J'étais vraiment déterminé sur ce rêve. Puis disons que mon niveau en maths en première m'a calmé. J'étais pas trop mal, mais ça m'a calmé. Du coup, mon rêve, je m'en suis un peu détaché. Bon. Mais je pense que chacun, quand on était petit, on avait un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, je pense que la grande majorité des personnes ont choisi une voie différente par rapport à ce rêve. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quel était votre rêve d'enfant ? Et aujourd'hui, est-ce que ça colle avec ce que vous faites aujourd'hui ? Pas du tout. Ah, mais t'es dur, un seul rêve. Bon, des rêves, j'en ai eu des tonnes. Plein. Moi, je voulais faire pilote de train, En fait, je voulais faire pilote à l'époque. C'était vraiment ça, ouais, pilote. Je pense que le premier rêve que je voulais, un des gros rêves que j'envisageais, c'était... J'ai honte de le dire, je voulais être champion du monde de natation. Je ne l'ai pas été. C'est cool. On te voit souvent nager dans les lacs de montagne. Mais j'avais cette passion du sport, en fait. Et j'avais l'ambition de marquer l'histoire. C'était super mégalo. C'est génial. Mais j'avais cette passion-là du sport, de manière générale, et de la natation, parce que je me débrouillais pas trop mal. Mais je suis jamais devenu champion du monde. Et je pense que si mon frère regarde ou écoutera ce passage, il va se moquer de moi encore une fois. Parce que je le disais tellement quand j'étais petit. Mais ça a été un rêve qui a duré un peu. Voilà. Après, je suis devenu expert comptable, donc tu vois, rien à voir. Et j'ai jamais rêvé de devenir expert comptable. Et tu as rêvé de devenir champion du monde de l'expertise comptable. Il n'y a pas de trophée qui existe malheureusement aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu en as eu des trophées, Greg. J'ai eu quelques trophées, ouais. C'est pas le niveau mondial, mais peut-être qu'il faut le créer. Peut-être qu'il faut que je le crée moi-même pour peut-être l'avoir un jour, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le goût du challenge qui reste. Ça, c'est clair. J'ai pas été champion du monde de natation, mais j'ai toujours ce goût du challenge, comme dans le sport, d'essayer de se dépasser, d'essayer d'aller un petit peu loin dans ce qu'on peut faire, toujours essayer de se remettre en question, vraiment. Et ça, je pense que même si j'ai pas percé dans le sport, le sport m'a beaucoup aidé à percer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est un point commun, moi, que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs, c'est que on a un côté, on aime les challenges et on a envie de performer. Ouais. Forcément, si tu crées une boîte qui fonctionne, on en reparlera après, c'est ton cas, c'est que tu as envie de performer à un moment. Est-ce que tu penses que d'ailleurs la natation, tu t'es beaucoup entraîné à l'époque ? Ouais, je nageais pas beaucoup par rapport aux autres, mais je nageais 3 fois par semaine et
et j'avais une séance de muscu et de ça se voit pas aujourd'hui, hein, mais une séance de muscu et de running, quoi. Et puis je faisais d'autres sports en parallèle. Donc c'était pas assez pour devenir champion du monde. Et qu'est-ce que ça t'a appris moi j'aime bien faire des parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça t'a appris dans l'abnégation, l'abandon de soi en se disant j'en peux plus, mais je vais continuer, je vais refaire une longueur, je vais aller plus loin, je vais me dépasser. Qu'est-ce que ça t'a appris dans ton état d'esprit ? Il y a un vrai parallèle clairement entre le sport et l'entrepreneuriat, quoi. C'est je pense que j'imagine, je connais pas le parcours mais je pense que ça aide vraiment d'avoir fait du sport au préalable pour ensuite réussir dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça crée un mindset, on va en parler tout à l'heure du mindset, mais ça crée un état d'esprit de vouloir toujours essayer d'aller plus loin, tout simplement. D'endurance aussi. D'endurance, de persévérance, parce qu'on est face, dans le sport, tu es face à un chrono, tu es face à une distance, tu es face à des adversaires. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu essaies d'aller plus loin, plus vite, plus haut, meilleur que les autres. Donc c'est le même challenge. Donc ça, je pense que c'est une bonne école finalement, le sport, pour devenir ensuite entrepreneur. On ne sait pas quoi on en fait, mais on s'en rend compte plus tard. Je partage ça. Et toi, Manuel, c'était quoi ton rêve d'enfant ? Alors moi, mon rêve d'enfant, c'était pas de devenir champion de sport, même si je faisais aussi du sport en assez haut niveau à un moment. Et moi, je voulais être avocat. Depuis que j'ai 10 ans. Et c'est marrant parce qu'on m'a encouragé dans cette voie, mais j'aimais ça. J'aimais défendre des causes perdues, d'ailleurs de manière un petit peu provoque quand j'avais 10-12 ans. Et un instituteur, donc le père d'un copain d'ailleurs, qui était à l'école avec moi, m'a dit tu seras avocat. Tu seras avocat et tu seras le meilleur avocat parce que tu défends des causes perdues, tu t'exprimes bien, tu aimes ça en fait, tu prends du plaisir à le faire. Et c'est hyper important dans la vie de prendre du plaisir à faire les choses pour bien les faire. Et du coup, c'est pas lui qui ça a peut-être participé à ma décision, mais je me suis dit que j'allais devenir avocat. Et j'ai étudié dans cette voie jusqu'en maîtrise de droit des affaires, jusqu'à être diplômé en droit des affaires. Et là, entre-temps, je me suis rendu compte que le métier d'avocat, je l'avais peut-être un petit peu idéalisé. Alors pour tous les avocats qui nous regardent, je dis pas que c'est pas un beau métier, je pense que c'est un super beau métier, mais ça correspondait pas complètement à ce que j'en avais imaginé. Et après des stages, etc., je me suis réorienté plus vers l'entrepreneuriat que j'ai rencontré par hasard. On en reparlera. D'accord. Et justement, on va en parler maintenant. Allez. Qu'est-ce qui vous a mené à l'entrepreneuriat ? C'est moi qui attaque. C'est toi qui attaque. Moi, c'est un peu le hasard, finalement. C'est ma première boîte, je l'ai créée à 24 ans. J'habitais en Irlande à l'époque. J'étais parti pour apprendre l'anglais, pour m'ouvrir un peu l'esprit. Et dans mes potes du lycée, avec qui j'ai toujours contact, il y en avait un, je comprenais pas son métier. Il me l'expliquait, mais je le comprenais pas. Ça, c'est les métiers à rallonge, avec des noms un peu très compliqués. Ouais, tu vois, c'est les nouveaux métiers à l'époque, des métiers du web où c'est de l'affiliation. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient en fait. J'étais loin de tout ça. Mais un jour, ça marchait ? Il gagnait de l'argent ou pas ? Alors lui, il était salarié de la boîte, une boîte suédoise qui était le leader à l'époque. Je pense que la boîte elle a quasiment disparu aujourd'hui, mais une très belle boîte cotée en bourse. Bref, et donc je comprenais pas ce qu'il faisait. Et puis finalement, un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai su parce que je pense que j'ai gardé dans l'esprit cette idée de ok, il m'a expliqué son métier, mais j'ai rien compris. Mais j'avais l'idée de choses, j'avais les mots ici. Puis un jour, j'ai fait une connexion avec autre chose. Et en faisant cette connexion, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai profité du lancement d'une petite boîte avec un petit logo bleu, avec un F. Ça commence par un F, ça finit par... Face, ça finit par un Asbook. Asbook, ouais. Voilà, c'est Facebook qui se lançait. Ne les citons pas. Ah pardon, désolé pour la publicité, Manu. Facebook, qui se lançait. Et j'ai profité d'un moment, en fait, d'une opportunité où finalement c'est un système. J'achetais des espaces pubs sur Facebook, système d'enchères comme aujourd'hui. C'est celui plus tu payes, plus tu as de visibilité. Sauf qu'à l'époque, il y a personne qui payait parce que c'était le début de Facebook. Donc j'avais pas de concurrence dans le système d'enchères, ça me coûtait rien du tout. Et j'achetais ce trafic sur Facebook pour le rediriger vers d'autres sociétés qui avaient besoin de faire de la publicité. Et donc je prenais ma commission au passage, je faisais de l'affiliation. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, un peu donc par hasard. Par opportunité, mais ça m'a lancé dans la trajectoire entrepreneuriale, ça m'a permis de prendre confiance en moi, et honnêtement, oui, après ça s'est construit petit à petit, de manière très logique, et c'est toujours après, avec le recul encore une fois, qu'on s'en rend compte, mais je me suis lancé dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard, alors que j'étais pas quelqu'un d'ayant confiance en moi, j'avais un job la journée, j'allais à l'université de Dublin le soir pour être expert comptable anglo-saxon, et j'ai cumulé ça avec une création d'entreprise le soir. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, je voudrais peut-être qu'on rebondisse pour tous les gens qui écoutent le podcast et qui nous regardent peut-être sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast.
c'est important de dire que l'entrepreneur doit être opportuniste. Et si on doit transmettre quelque chose aux jeunes qui veulent se lancer ou aux moins jeunes, parce qu'on peut se lancer à tout âge, c'est pas le sujet, mais aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comment, là tu nous as dit ce que tu faisais à ce moment-là, de l'affiliation, mais comment t'en es arrivé finalement, je voudrais revenir un tout petit peu plus en arrière, moi je la connais l'histoire, comment t'en es arrivé à te dire je vais faire de l'affiliation? Alors t'avais rencontré cet ami, mais il y avait autre chose il me semble. Ouais. Ça a commencé vraiment par des petites briques qui se sont empilées. Et c'est quoi la première brique? Ouais, parfois c'est vrai que c'est même pas prévu, quoi. C'est en fait la petite brique, c'est je pars vivre à Dublin. Je trouve très facilement un job parce qu'à l'époque l'activité était dingue, il y avait beaucoup de boulot pour tout le monde. En revanche, ça attirait beaucoup de monde et je trouvais pas de logement. Donc j'ai mis 3 mois à trouver un logement. Ouais. Pendant ce temps-là, j'habitais en auberge de jeunesse. Donc on était 10 dans la chambre, c'est un dortoir, quoi. Donc ça pue, c'est bruyant, tout ça. Mais tu rencontres du monde. Ouais. Et on était nombreux finalement dans la même situation à avoir un job et à chercher un hébergement. Donc j'avais plein de potes. Et parfois on sortait dans les pubs à Dublin à 50 avec tous mes potes. Et puis j'avais un petit appareil photo compact numérique, hein, c'était en 2004-5. Je prenais en photo mes nouveaux amis, hop. Et puis je prêtais mon appareil photo à mes amis qui prenaient en photo leurs amis. Et en gros, mon appareil photo est circulé de main en main. À la fin de la soirée dans le pub, je récupérais l'appareil photo avec des photos de gens que je connaissais, des photos de gens que je connaissais pas du tout. Et tout le monde me réclamait les photos. Voilà, tout le monde me réclamait les photos. Parce que se souvenir du prénom, du visage, de l'email des uns et des autres, impossible. Donc, et heureusement, à ce moment-là, j'ai trouvé une petite maison en colocation, un petit peu en dehors du centre de Dublin. Donc, je savais que j'allais moins voir les potes. Donc, j'allais avoir du temps pour moi. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire? Et ben, je me suis mis un challenge. Et je sais pas comment ce challenge m'est venu, mais je me suis mis un challenge. Moi, je suis juste comptable, je suis pas webmaster, mais je me suis dit, je vais créer un site internet. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas WordPress, ou alors ça se lançait, en fait. C'était vraiment embryonnaire. Et voilà, donc j'ai appris à coder. J'avais Dreamweaver pour apprendre à coder. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé voir le code qui faisait modifier le site. Donc, j'ai passé des nuits et des nuits, pendant des mois et des mois, à créer un premier site internet, Dublin Ice, les yeux de Dublin, parce que je faisais de la photo du coup. Et un jour, il y a la ville de Londres qui m'a contacté. On est tombé sur votre site. Londres, c'est là où je suis né, donc ça, c'est un petit clin d'œil. Je suis tombé sur votre site, on le trouve sympa, il est beau. Voilà, on voudrait offrir à vos visiteurs un week-end à Londres, tout compris, alors transport, activité, hébergement. Et on va vous rémunérer 2 € à chaque fois que quelqu'un s'inscrira à ce jeu concours. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est notre époque. Hein, parce qu'à l'époque, c'était simplement un code postal, un prénom, un code postal et un email. Donc 3. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette liste, Londres? Ils voulaient ensuite faire une newsletter, je pense, se faire une base de données pour communiquer. Voilà, c'était Visit London. Et donc, moi, c'est 2 €, j'en avais pas besoin. Et c'est là que j'ai fait le lien, en fait, avec ce pote qui travaille dans l'affiliation. J'ai fait ce lien et je me suis dit, il y a Facebook qui se lance, je vais acheter un petit peu de pub. Ces 2 €, j'en ai pas besoin. Je vais les investir dans Facebook. Pour avoir plus de trafic sur ton site. Voilà, je me suis dit, j'en profite, je vais grossir un peu mon site. Et à l'époque, c'était 1 centime de dollar le clic. Hein, c'était rien, voilà, ça pouvait pas être moins cher. En plus, le dollar était très faible. Donc, avec seulement 2 €, j'attirais 250 visiteurs. Le dollar était faible. Il y a combien aujourd'hui ce clic? Aujourd'hui, ça dépend. C'est très variable. Ça dépend dans quel secteur tu travailles, mais dans quel secteur tu fais de la publicité. Mais c'est 1 centime, il n'y a plus rien à 1 centime. Ça peut être, je sais pas, c'est toi qui en fais peut-être plus que moi, 1 €. Ça dépend des plateformes. Ça varie entre 50 centimes et sur Google, sur du search, tu peux monter à 6-7 €. Sur les mots-clés plombier urgence, tu peux monter même des fois à 20 € le clic. Ça n'a aucun sens. Le clic, voilà. Et moi, c'était 1 centime. Donc tu vois déjà le ratio, quoi. Et donc je me dis, je vais réinvestir. Je réinvestis ces 2 €. Ça m'attire 250 visiteurs sur mon site. Ces 250 visiteurs, à leur tour, ils cliquent. Ils s'inscrivent au jeu concours. Donc, ils me rapportent des sous. Donc, voilà. Et à chaque fois, je réinvestis. Donc, je fais une inscription par jour, puis 2, puis 4, puis 10, puis 20, puis 50, puis 100, puis 200, puis 400. 2 € à chaque fois. Puis 800. Tu ruines Londres. Je ruine Londres. Voilà, Londres, c'est cool. Et très rapidement, au bout de 10 jours, la ville de Londres, elle me dit stop, on n'a plus de budget, on arrête. Je fais, oh merde. Wow. Mais j'ai trouvé un truc quand même. Et je me suis dit, je vais rebondir. Je vais aller voir les gros sites de l'époque. Et à l'époque, parmi les gros sites, et ça me paraissait évident qu'il fallait qu'ils soient annoncés sur Facebook, c'était mythique. Parce que Facebook, il faut se remettre dans le contexte. C'est pas comme aujourd'hui où tu essaies de retenir un peu des infos, t'as pas envie de tout donner parce que ça leur fait une grosse base de données. À l'époque, c'est nouveau. Tu libères, tu donnes toutes tes infos, quoi. Puis à l'époque, c'était cool. Ouais, c'était cool. Quelque chose de cool et de nouveau, ce qui est plus tout le cas aujourd'hui. C'était trop cool. Pas cool aujourd'hui. Ouais. Mais tu retrouves tes potes du lycée, tes petites amoureuses, tout ça. Tu retrouves tout l'historique, C'était trop bien, quoi. Donc tout le monde donne toutes les infos. Donc hyper facile de cibler. Et Mythique, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que ce soit. Donc
Voilà. Et du jour au lendemain, quasiment, je suis devenu un des plus gros apporteurs en affiliation de Mythic. Et je me semble qu'on était 3. Alors... Combien tu générais? On est sur Monito, qu'on veut des chiffres. Moi, pas de souci, Manu, je te parle de chiffres. Voilà. Je pense qu'à l'époque, il y en avait 3 qui faisaient plus de 10 000 euros d'affiliation, sauf qu'en fait, moi, j'en faisais plus de 50 000 avec eux. Par quoi? Par mois, pardon. Par mois. Et pendant ce temps-là, tu étais un petit étudiant à Dublin. Exactement. Pendant ce temps-là, j'avais mon job de contrôleur de gestion. Je gagnais mes 3 000 euros par mois. J'étais étudiant à l'université de Dublin en amphi. J'allais au pub après avec les copains manger, boire un coup. Et puis après, je rentrais chez moi et j'avais automatisé mon affiliation. Et je faisais plus de 50 000 euros de bénéfices par mois. Qu'est-ce que tu as affilié sur Mythic? En fait, c'était simplement j'avais créé un visuel, un texte pour que j'affichais sur Facebook et j'attirais les gens qui cliquaient, qui étaient intéressés par l'offre sur mon site internet. J'avais créé une landing page. J'essayais de capitaliser un petit peu sur ma landing page en essayant de capter aussi moi aussi une newsletter en ayant un petit champ email, prénom, tout ça. Et puis les gens atterrissaient sur mon site et s'inscrivaient à Mythic et j'étais rémunéré à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait gratuitement même sur Mythic. Ça me rapportait jusqu'à 12 € l'inscription. Voilà. Ouf, comme quoi apprendre à coder aujourd'hui c'est essentiel, je pense, dans un parcours. Ça a un peu évolué depuis du no-code. T'es plus obligé de coder comme avant. Avant, c'était compliqué de faire des sites. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils où tu peux ne pas coder. En revanche, il faut passer à l'action. Là, encore une fois, tous ceux qui nous écoutent, moi, je parlais hier avec une amie que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Victoria. Je te salue, Victoria. Et qui veut lancer une formation. Alors, elle, sur de la fiscalité, c'est une prof en droit fiscal. Et le sujet, en fait, c'est une formation en ligne. Et elle me disait, ouais, quel processeur de paiement je vais prendre? Et je lui dis, mais on s'en fout. Lance ton offre. Lance ta page, que tu aies un processeur qui te coûte, elle me parlait même de banque en ligne, qui te coûte 10 €, 20 €, 50 € par mois. Le sujet aujourd'hui, il n'est pas là. Tu optimiseras ça. Aujourd'hui, il faut que tu te lances, que tu aies ton programme en ligne. Quand tu as toute ta page d'offre, là, tu t'intéresses au processeur de paiement. Mais pas avant. Faites les choses dans l'ordre. Travaillez votre produit. Mettez-le dans une page à vendre, même s'il n'est pas parfaite. Et une fois que vous avez cette page prête à vendre, et ben là, vous vous intéressez à la banque en ligne et à l'optimisation des frais, on va dire, de paiement. Mais ça, c'est vraiment après, quoi. Ouais, complètement. Enfin, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut une méthode. Il faut une méthode assez simple en fait et assez logique. Il faut commencer par le début, il ne faut pas attaquer la fin. Faut y aller étape par étape. Déjà tester, produire une offre. Et ne pas avoir peur de faire des choses qui ne sont pas parfaites. Complètement. Moi, c'est l'erreur qu'on voit tout le temps. On dit toujours en entrepreneuriat, fait est mieux que parfait. Pourquoi? Parce qu'on voit que des gens, et j'ai fait cette erreur-là, on le fait tous, surtout des gens qui sont exigeants, qui sont perfectionnistes. On veut un truc parfait avant de le lancer et on ne le lance jamais. Alors que si on lance quelque chose qui n'est pas parfait, ça va nous permettre de l'améliorer encore avec les retours, les feedbacks des clients, des partenaires, etc. Je rebondis. Parlons de nos erreurs. Parlons de nos erreurs dans l'entrepreneuriat. Les premières erreurs, moi, j'ai pas commencé tout de suite à être successful. J'ai fait des petites choses avant, mais ça m'a permis de construire les étapes d'après, en fait. Mon premier site internet que j'ai créé, c'était blackbelge.fr ou .com, tu vois. Un truc à la con. C'était juste, j'avais créé des pages, je mettais des blagues belges. Je mettais des blagues. C'est quoi? Ah, des blagues belges. Des blagues belges. Des blagues. Voilà, c'était des blagues. Et un site de blagues. C'était blackbelge.com, quoi. Ressors-nous ça, ressors-nous ce dossier, quoi. Et j'avais juste mis des petits AdWords, pour gagner quelques centimes. Mais en fait, ça permettait de tester gentiment, sans trop de prise de risque, pas trop d'investissement au départ, et te rendre compte qu'il y avait du potentiel derrière. Et ça c'est bien de tester, apprendre. Il n'y a pas d'erreur qui ne sert à rien, en fait. Il y a toujours des leçons à en tirer et on s'améliore petit à petit, quoi. Complètement. Voilà. Et ça consistait en quoi, ces blagues belges? Non, mais c'était juste... je pompais des blagues que je mettais sur des pages d'un site internet, sur mon site internet, et j'essayais de gagner en SEO, mais c'était nul, quoi. Mais c'était, une petite expérience comme une autre. Ok. Et toi, Manuel, qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Je pense que, comme dit Greg, c'est un cheminement. Ouais. Moi, le point commun que je vois avec tous les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est ce côté opportuniste, où à un moment, on y croit. Parfois, on a aussi de la chance. Il n'y a pas que de la chance, c'est pas du tout mon point, mais on a aussi de la chance d'y croire parce que la vie nous fait y croire. Et je m'explique. Moi, quand j'étais au collège, à l'époque, je vendais des tours de CD gravables. Alors là, ceux qui sont de ma génération comprendront, les autres ne comprendront pas. Donc des CD gravables, on gravait dessus des films, on pouvait même revendre des films, c'était piraté bien évidemment. Ensuite, j'ai vendu à la grande époque d'eBay, un tout petit peu après, je revendais des jeans, je les achetais en Chine, des jeans diesel à l'époque. Alors
pas forcément des vrais malheureusement, mais je mentais pas à mes clients. Mais voilà, j'achetais, je revendais des choses sur eBay. C'était très très beau. À l'époque, eBay c'était génial. Hein. J'adorais ce système d'enchères. Ça fonctionnait très bien en France. Et ensuite, j'ai fait d'autres types de business. Donc Tu veux pas le dire. je me suis lancé un peu par hasard. Manu. Pendant mes études. Bon voilà, on a fait des erreurs de jeunesse, c'était il y a longtemps. Et ensuite, j'ai lancé un business. Il veut pas dire. J'ai lancé un business dans la... Comment ça s'appelle ? Dans la séduction. Dans le thé, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Dans la séduction où par hasard, et là vraiment, là je rejoins ce que tu disais Greg, par hasard, moi j'étais étudiant en droit, en première année de droit, et je m'ennuyais, j'avais pas forcément envie d'apprendre. Donc je cherchais sur internet tout ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir des idées et me distraire. Et à un moment, j'ai tapé, comme tous les hommes étudiants à ce moment-là, à Grenoble, j'ai tapé le mot séduction. Et là, j'ai découvert une communauté absolument incroyable de gens qui partageaient en ligne de leurs problématiques sur la séduction, leurs passions. Ils faisaient des rencontres, ils sortaient un petit peu ce que vous faisiez chez Dublin Eyes, peut-être, mais de manière un peu plus officielle. Et de là, d'une chambre étudiant en résidence Crous à JR, à côté de Grenoble, je me retrouve à lancer ma première entreprise avec quelqu'un qui était à Paris que j'avais même jamais rencontré. Et c'est juste incroyable. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Grégory. Exactement. Avec cet associé. Alexandre Cormon, c'est ça ? Non, il s'appelle Rémi Potra, c'était mon premier associé. Okay. Et on a lancé ensemble un business qui a duré quand même 5 ans, où on a fait quelque chose, on était coach en séduction, un peu comme Hitch dans le film. Et c'était une super expérience humaine déjà, parce qu'on avait des gens qui voulaient s'améliorer, qu'on aidait vraiment, hein, c'était assez sérieux. Et en termes d'expérience, on est passé d'une idée avec des slides, un business qui me rapportait, moi, 2500, 3000 euros par mois. J'étais étudiant en droit, quoi. C'était absolument incroyable. Magnifique. En ne travaillant qu'un week-end sur 2. Wow. Donc un week-end sur 2, je montais à Paris depuis Grenoble et je coachais des gens et on était payé 2500, 3000 euros par mois. C'était absolument incroyable, quoi. Tu prenais du plaisir à faire ça aussi, quoi. Ouais. Il faut le faire par plaisir. En fait, on l'a pas fait pour l'argent et ça, c'est un peu le truc, ne jamais faire les choses pour l'argent dans l'entrepreneuriat parce que ça ne marche pas. On l'a fait parce qu'on aimait les gens, on aimait les aider à s'améliorer, on aimait les aider à résoudre une problématique sentimentale. Souvent, ils voulaient avoir plus de succès forcément, mais bâtir quelque chose. On avait des gens qui étaient plus dans cette démarche et nous, on était là pour être un catalyseur et les aider. Et effectivement, c'était très enrichissant. Trop bien. Est-ce que, maintenant on va passer sur un sujet plus sur vos passions à vous. Est-ce que dans la vie, vous avez des hobbies, des passions, des trucs que vous kiffez faire tout le temps ? Ok. Moi, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre, j'aime bien être curieux, j'aime bien aller échanger avec des passionnés parce que quand tu discutes avec un passionné, il a toujours des choses à t'apprendre. Et qu'importe la passion, hein. Ça peut être une passion que j'imaginais pas. Et s'il a cette passion-là, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai envie qu'il me partage en fait ses motivations. Moi, ça me plaît, ça m'inspire. Et après, de manière plus classique, j'aime bien essayer d'avoir des moments créatifs. Voilà, j'aime bien. J'ai fait de la photo à une époque, mais j'en fais beaucoup moins, hein, plus du tout même. Mais un peu de sport, ça fait du bien, quoi. J'aime bien. Et j'aime bien des moments d'isolement aussi, ça me fait du bien. Je pense qu'il faut, chacun a son équilibre en fait, hein. Il faut le trouver, c'est important. Tant que t'as pas cet équilibre qui peut évoluer hein, d'une période à une autre, tant que t'as pas cet équilibre en fait, ça peut t'empêcher d'avancer sur tes projets pro, perso, quoi qu'il arrive, quoi. Je pense que voilà, mais là-dessus, j'aime bien quoi qu'il arrive apprendre. Et il y a un truc qui me plaît aussi. Ça me récompense aussi, c'est toujours dans cette logique d'essayer d'apprendre et c'est de tous les 18 mois, je me mets dans une nouvelle passion. J'essaie d'apprendre un nouvel investissement qui me passionne, qui me récompense, qui me sécurise aussi pour demain. Et j'essaye de me récompenser en faisant des investissements qui sont très exotiques hein, finalement, mais petite collection de pièces d'or par exemple. Voilà, je vais ressembler à un expert comptable Picsou là, mais mais pièces d'or, j'aime bien. Alors là, j'en ai beaucoup moins, je les ai revendus. Voilà, merci. Voilà, pourtant je les ai revendus. Ouais, j'en ai revendu une partie, ouais. C'était des louis d'or, des pesos, c'était quoi ? J'avais de tout. Hein. Franchement, ouais, j'avais du mexicain, de l'américain, du français, des vieilles pièces du XVIIe siècle, des jolies choses, quoi. J'en ai revendu une partie.
Voilà, j'en ai revendu une partie. Parce que tu penses que l'or va baisser? Non, c'était il y a longtemps. Je les ai vendus il y a Ok. longtemps. Ouais. Je pense que c'est plus mes parents à l'époque qui voulaient pas que je les garde. Voilà, Ok. ça leur faisait peur d'avoir que j'avais ça à la maison à l'époque. Que j'ai ça plutôt à l'époque à la maison. Et donc après, tous les 18 mois, je change. Donc j'essaie de trouver une passion. Donc je suis passé aussi par les photos de collection. Voilà, des douaneaux, j'en ai pas mal aussi. Je suis passé par des Je savais pas ça. ouais, voilà, des petits dossiers. Et après, je suis passé par des diamants, des pierres précieuses. Là, j'ai une trop grosse collection. Il va falloir que j'en revende un peu. Je pense que je vais créer un e-shop là-dessus parce que j'en ai trop. C'est abusé. Mais toujours, j'achète tout aux enchères dans le monde entier. Et en fait, je fais un premier achat. Ça me pousse déjà à travailler un petit peu la réflexion, l'apprentissage sur ce type d'investissement et de type de récompense, ce type de passion, parce que c'est aussi une passion. Et en fait, une fois que j'ai fait cet achat, j'en apprends un petit peu plus. Ça me permet de m'améliorer, de refaire d'autres achats derrière. Et donc, oui, pierres précieuses, diamants, j'en ai plus de 50, c'est énorme. Et voilà, j'essaie les montres de collection aussi, et j'essaie de rebondir à chaque fois. Les montres de collection, qu'est-ce que tu aimes Mais il y a deux choses, moi, juste qui m'interrogent. Ouais. Et je fais un parallèle. Moi, j'investis aussi dans des montres, dans des choses. Mais tu as dit un truc hyper important, tu as dit me récompenser. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est une bonne question, Manu. Ouais. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on s'investit beaucoup. On donne beaucoup de notre énergie. C'est aussi, ça nous plaît. Hein. Mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de privation. Déjà, pour devenir expert comptable, j'ai passé 8 ans sur les bancs de l'école. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop la compta à la base, c'était long. Mais donc déjà, c'est de la privation à ce niveau-là. Et après, pour lancer son business, pour rembourser des crédits, pour assurer, pour payer les salariés, pour payer le loyer, pour tout ça, il y a beaucoup d'investissements à faire, beaucoup de privation. Et donc, à un moment donné, il faut un petit lâcher-prise, quand même, une petite récompense pour aussi garder cette motivation, cette implication, cette énergie. Sans cette énergie, on n'avancera pas. Donc, il faut essayer de l'alimenter. Et je me l'alimente avec ce type de récompenses qui sont des choses qui me font un peu rêver ou qui me faisaient rêver, hein, peut-être plus petit aussi, et qui sont aussi des objets qui vont se garder dans le temps, qui sont assez patrimoniaux et qui pourront se transmettre. Voilà. Donc, ça me récompense moi aujourd'hui pour tous les efforts réalisés et ça me fait du bien aussi parce que je sais que ce sont des biens qui vont perdurer dans le temps et qui vont être transmis. Ouais, c'est important quand vous travaillez dur, que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour vos cours, si vous êtes étudiant, pour quoi que ce soit, il faut savoir se récompenser. Il faut avoir des moments où on se dit j'ai bien travaillé et essayer d'alimenter son cerveau en dopamine en se disant je me récompense avec, ça peut être un voyage si c'est votre passion, ça peut être un petit voyage, c'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui vous plaît d'aller au cinéma, ça peut être des choses simples, mais il faut se récompenser et être fier de soi. Moi, c'est vraiment le message, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Et là où tu dis quelque chose qui résonne aussi en moi, c'est que moi, je m'achète des montres de placement. Et je crois que pourquoi on aime aussi ces beaux objets, alors ça peut être des diamants, des montres, etc., c'est qu'on allie un bel objet qui nous plaît à quelque chose où on se dit, en plus, c'est pas une dépense pure, je vais pas perdre d'argent. Ou je vais en perdre un petit peu, mais c'est quelque chose qui a une valeur. C'est pas comme jeter non plus de l'argent. Et moi, parfois, des gens me disaient, Manuel, mais pourquoi t'achètes encore des montres? T'en as déjà acheté beaucoup. Un, parce que ça me plaît et que je les porte. Et deux, parce que ça reste quand même un investissement. Donc, c'est un investissement plaisir. Et ça, on peut le faire avec pas mal de choses. On peut le faire avec le vin. On peut le faire avec l'immobilier, bien évidemment. L'immobilier, il y a énormément de plaisir. Moi, j'adore. Je continue d'investir pour ça. On peut le faire avec les montres. On peut le faire avec les pièces d'or. Tu l'as dit. Moi, j'ai une petite collection aussi. Greg, on en parle. J'ai pas de diamant encore, mais peut-être que tu vas m'initier. On peut le faire avec l'art. Évidemment, l'art. J'aurais dû commencer par là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et pour les entrepreneurs qui, en plus, ont la possibilité d'avoir un certain pouvoir d'achat, on peut même le faire, et tu nous en parleras peut-être après en tant qu'expert comptable, à travers des sociétés. Tu nous diras ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais ça peut être intéressant. Complètement. Très inspirant. D'accord. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Parce que du coup, on était dans vos passions perso, les passions entrepreneuriales. Moi, c'est l'humain. Hein. Finalement, j'aime accompagner l'humain et en tant qu'expert comptable, en fait... j'accompagne l'entrepreneur, mais l'humain qui est derrière et son projet de vie, son projet perso, pro, parce que de toute façon, tout est lié quand on est entrepreneur. C'est ce qui me plaît d'aller voir et d'accompagner, d'aller voir les projets grandir pour les entrepreneurs. D'ailleurs, souvent, tu te déplaces en région chez tes clients. Ouais, moi, ça me plaît. Hein. Enfin, je suis très simple, quoi. Hein. J'essaie d'être accessible au maximum. Je suis pas malheureusement disponible pour tout le monde. Mais ça me plaît d'aller... je suis passionné, quoi. Quand je vais chez un client, je passe ma journée, même si je suis pas productif du tout, mais j'adore voir comment il travaille, j'adore voir comment
comment il pourrait se projeter, comment il pourrait améliorer peut-être certaines choses, ou comment tout simplement il kiffe son métier, quoi, comment il me partage là aussi sa passion. Donc moi ce que j'aime c'est dans l'entrepreneuriat, c'est les parcours, c'est les chemins finalement, et parfois la destination, qui est donc ce chemin qui nous emmène sur cette destination. Et j'aime je vais me voir ces étapes de la vie avec ce côté très, très humain, quoi. Ouais. Toi, la chance que tu as dans ton business, dans ton métier, business, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que tu es à la fois... On peut dire business aussi. Ouais. Tu te présentes souvent comme expert comptable, mais aussi entrepreneur, et c'est vraiment le cas. C'est qu'en fait, tu rencontres plein d'entrepreneurs dans des milieux différents, et ça, c'est très enrichissant. Ah, j'adore. Ouais, j'adore. C'est une ouverture d'esprit à chaque fois, quoi. J'ai tous les métiers. Et moi qui adore aller voir les passionnés, c'est parfait, quoi. Donc je kiffe mon métier, quoi. Je kiffe être expert comptable. C'est quoi les métiers C'est quoi les métiers les plus insolites qui font et qui génèrent de l'argent? On est sur Money Talk. On dira pas les chiffres, évidemment, c'est confidentiel, les chiffres de tes clients. Ça coule de source, mais des business qui marchent bien, parce que les entrepreneurs qui les opèrent sont talentueux, il n'y a jamais de magie, mais qui sont peut-être insolites, ou tu t'y attendais pas, que tu as découvert sur tes années d'expertise comptable. Ah, j'en ai. On veut des anecdotes. Alors Manu, eh bien, mon client, un des clients les plus riches du cabinet, un ancien client du cabinet, voilà, eh bien, il vend ou il vendait, je sais pas s'il le fait encore, des médicaments pour les pigeons. Des médicaments pour les pigeons. En fait, en Belgique, je crois aux Pays-Bas aussi, il y a des compétitions de pigeons. Voilà. Donc il faut que ton pigeon, il a un beau plumage. Est-ce qu'ils viennent le mercredi à des dîners? C'est une blague. C'est les pigeons, quoi. Et donc, il avait sa petite usine de production, de conditionnement dans son jardin. C'est dingue. Et 1 ou 2 salariés, et lui qui, avec sa petite camionnette, son petit fourgon, se déplaçait aussi en Bretagne, mais donc dans le Benelux, pour aller vendre ses médicaments pour pigeons. Et il faisait très peu de charges et tellement de bénéfices, quoi. Et tellement de bénéfices qu'il savait plus comment faire. Il habite dans un petit village un peu paumé, pas loin peut-être d'un château que je suis en train de regarder, on en parlera. Et il a acheté tout le village parce qu'il a trop d'argent, il sait pas comment faire. Il a tout retapé, mais il n'y a pas de locataire, il y a personne qui veut habiter là-bas. Enfin bref, donc, médicaments pour pigeons, des petites niches comme ça, finalement, qu'on considère pas, qu'on estime pas exister, enfin on s'en rend pas compte, quoi. Mais finalement, dès que il y a plein d'opportunités, quoi. Après, il y a d'autres métiers assez marrants. J'ai un client qui est filiale de plusieurs grosses boîtes et qui a un parc de wagons, des wagons de transport de marchandises. Okay. Donc c'est une activité assez classique, tu vois, rien de révolutionnaire en soi, sauf que c'est super intéressant parce que sur chaque wagon, il y a des capteurs qui ont été placés, des capteurs qui permettent de géolocaliser chaque wagon pour savoir qui utilise le wagon, pour pouvoir les facturer, pour savoir aussi si le wagon il a été abîmé, par qui, depuis combien de temps il est immobilisé. Donc il rajoute de la tech sur un métier ancien. En fait. Exactement, c'est ça que j'adore, quoi. Et du coup, un métier hyper archaïque, c'est devenu hyper moderne, hyper data. Enfin, c'est le traitement de data à mort. C'est super intéressant. Et du coup, c'est aussi manière de rentabiliser aussi l'activité, le business, parce que c'est un meilleur moyen pour pouvoir suivre le parcours d'un wagon et donc de savoir à qui il faut le facturer, ce wagon, et qui l'a abîmé et qui l'a utilisé. Donc c'est très enrichissant. Voilà. Donc 2 métiers parmi tant d'autres. J'en ai plein, en fait, des métiers très atypiques, mais il faut saisir, il faut voir les opportunités quand on veut se lancer. Il ne faut pas attendre l'opportunité quand on veut se lancer, mais il faut savoir être observateur, être réceptif des opportunités. Voilà. Un besoin. Et moi, j'ai une question aussi sur l'entrepreneuriat, parce qu'on parle beaucoup de reprises. Là, on parle de création. Il y a aussi les reprises d'entreprises. En ce moment, nous, on regarde le dossier d'une entreprise qui est concurrente et qui est en difficulté financière, donc à la barre du tribunal. Toi, sur les reprises, est-ce que tu as pu accompagner des entrepreneurs qui ont repris des boîtes? Parce que je lisais une stat comme quoi, je crois que c'est 93 ou 97% des entreprises qui se retrouvent à la barre, donc en redressement ou en liquidation, finiront par faire faillite. Est-ce que toi, c'est ce que tu constates dans les difficultés de reprise? Ouais, j'ai plusieurs histoires là aussi. Parmi les grosses histoires, à la barre, j'avais aidé un client qui a racheté une boîte pour 1 euro symbolique. Okay, donc tu peux te dire que c'est une bonne affaire. D'autant plus que le vendeur, avant de vendre pour 1 euro symbolique, il a dû injecter, je sais plus si c'est entre 15 et 20 millions, on va dire, de trésorerie dans la boîte pour qu'ensuite il puisse la vendre à 1 euro symbolique. Il a eu cet engagement-là de devoir
versé Wow. entre 15 et 20 C'était millions. un grand groupe. Ouais, un grand groupe dans le. Vertigineux comme montant. Ouais, c'est vertigineux. Donc, c'est dans le fret aérien, dans le transport de marchandises. Et donc, quand tu achètes ça à 1 euro symbolique, et en plus, tu reçois 15 millions ou 20 millions sur le compte bancaire de la boîte, tu te dis, OK, super opportunité. Donc le client était content au moment d'acheter, sauf qu'en fait, il y avait un vrai problème dans cette boîte. Dans le fond, Ils n'ont pas fait un virement de 20 millions en général non. pour s'en débarrasser parce que c'était une bonne affaire. c'est qu'il y a un vrai problème quand même. Donc mon client a essayé de reprendre, de restructurer. Pas facile, il y avait 500 salariés. Pas facile de remonter la boîte. Ça lui a pris 2 ans, 3 ans, beaucoup d'énergie. Pendant ce temps-là, il s'est quand même payé. Il s'est versé un salaire. Ouais. Il a réussi à reprendre des nouveaux contrats, tout ça, c'est bien. Sauf qu'au final, 3 ans plus tard, c'est à nouveau à vendre. C'est à nouveau à la barre, quoi, finalement. Donc, pas facile, quoi. Il y a des secteurs qui sont peut-être pas faciles. Donc, après, j'ai dans l'achat-revente, dans l'achat ou la revente d'entreprise, j'en ai un en tête. Ça, il a racheté un camping il y a 1 an. Ok. Apparemment, une belle opportunité aussi. Il y avait des problèmes, ça se voyait dans les comptes, mais il l'a fait un peu de son côté sans trop montrer les comptes à qui que ce soit, sans trop se faire accompagner par un bon avocat spécialisé. Et aujourd'hui, il a des vrais problèmes on est en train d'essayer de dénouer les problèmes avec le vendeur parce qu'il y a eu beaucoup de vices cachés et au final, une surévaluation du prix de vente, quoi. Donc, on est en litige pour essayer de revoir ce prix de vente, quoi. Donc, il y a plein de situations. C'est vrai que beaucoup de boîtes aujourd'hui malheureusement ferment. Il y a peut-être des opportunités pour certains. Mais il ne faut pas sous-estimer l'effort la difficulté. à mener, la difficulté. Et après, celui qui veut racheter des boîtes pour ceux qui partent, parce qu'il y en a qui partent à la retraite aussi, il y a des opportunités. Et moi, ça, c'est un sujet justement. Est-ce qu'il vaut mieux racheter une boîte in boni, donc une boîte qui est en bonne santé financière, qui fait du profit, quitte à la payer un peu plus cher? Ou est-ce qu'il faut être, j'ai un peu mon idée, mais ou est-ce qu'il faut être aveuglé par le côté 1 euro, pas cher, mais au final, c'est un truc qui ne tourne pas et il va falloir arriver à le faire tourner. Je vois tellement de gens, c'est bien que tu dises le mot aveuglé, je vois tellement de gens qui pensent que c'est facile de racheter une boîte à 1 euro avec un crédit vendeur, avec voilà, c'est pas si facile. Mais moi, sur mon avis là-dessus, on parle d'investissement tout à l'heure, mon meilleur investissement, clairement, c'était de racheter ma boîte. Racheter ma boîte et ensuite la développer. Ton cabinet d'expertise. Mon cabinet d'expertise comptable. Meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie. Ça m'a ouvert des portes. En fait, j'ai racheté une boîte qui fonctionnait. Je la connaissais un petit peu, parce que j'étais le commissaire aux comptes de cette boîte-là avant de l'acheter. Okay. J'étais le salarié du commissaire aux comptes, donc j'auditais les comptes chaque année. Et en fait, c'est une boîte. Et pourquoi il la vendait alors si ça Il la vendait parce qu'il partait à la retraite. Voilà. Il partait à la retraite, cycle normal de la vie, quoi. Et moi, j'avais provoqué un peu la chance. J'étais pas encore expert comptable à l'époque. Je lui avais dit avant d'être expert comptable. C'est là que tu as été fin parce que tu as quand même exercé pendant 10 ans sans être expert comptable. Non, j'étais. C'est une blague. C'était pas. Non, je venais juste d'être. En fait, j'étais pas encore expert comptable et j'avais ce contact-là d'un quelqu'un qui potentiellement allait vendre bientôt son cabinet. Donc je lui avais dit si un jour j'ai un cabinet comme le vôtre, je l'avais caressé un peu dans le sens du poil, tu vois. Et dès que j'étais diplômé, je lui ai laissé un petit mail en lui disant ça y est, je suis diplômé, je suis toujours intéressé par votre cabinet. Pas de nouvelles pendant 6 mois. Mais 6 mois après, je reçois un email. Bonjour Monsieur Prouveau, ça y est, je suis disposé à le vendre. Et après, on a fait la vente, très simplement, très facilement. Et ça a été mon meilleur investissement. Moi, ce que j'aime, après, ça dépend de mes compétences. Il y en a qui ont les compétences de pouvoir redresser une boîte. Il faut ces compétences, c'est pas donné à tout le monde. J'adorerais avoir cette compétence-là. J'estime que je l'ai pas. Moi, ma compétence, je veux pas me voir plus beau que je suis. Et j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Et c'est déjà fantastique d'aller acheter une boîte comme la mienne finalement qui fonctionnait. Le salaire, il y avait un salaire pour le dirigeant, il y avait une rentabilité. Ça me permettait de voir quel était le niveau de marge que je pouvais avoir moi de mon côté. Et surtout, ça permettait de rassurer la banque pour obtenir un financement. Parce qu'en effet, une boîte qui fonctionne bien, ça coûte plus cher qu'une boîte qui fonctionne pas 1 euro symbolique au tribunal, quoi. Voilà. Donc j'ai payé. Mais c'est mon meilleur investissement parce que ça m'a ouvert des portes. Déjà, ça m'a permis d'acheter un business, une rentabilité, un salaire, une activité, un réseau. Mais ça m'a aussi ouvert des portes pour me permettre d'aller financer d'autres projets et financer d'autres investissements derrière. Et elle t'a coûté combien cette boîte ? Money Talk, t'as raison. Money Talk. C'est bien de me le rappeler. Pour tout vous dire, c'est une boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Il y avait une dizaine de salariés. Ça m'a coûté, j'ai acheté ça 1 250 000. Donc à l'époque, j'avais acheté, grâce à ma première boîte en Irlande, j'avais acheté ensuite un appartement à Montmartre que j'ai revendu. Ça m'a fait un apport. Je suis retourné vivre chez mes parents et la banque m'a prêté un peu moins d'1 million pour compléter et ça m'a permis d'acheter le cabinet d'expertise comptable. Voilà, donc ça m'a coûté 1 250 000.
une boîte où le dirigeant avait un très bon salaire, très confortable, et j'avais un crédit à 12 500 € par mois. Un crédit, pour acheter une boîte, c'est sur 7 ans. Les banques peuvent prêter sur 10, mais c'est plutôt sur 7 ans. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est financé, remboursé. Mais je savais que je pouvais rembourser ce crédit sans trop de transpiration parce que je savais qu'il y avait de la rentabilité suffisante. Et c'est aussi pour ça que la banque... T'as mis l'entreprise au service du remboursement de crédit, quoi. Ouais, complètement. Donc, en fait, au fur et à mesure que tu rembourses le crédit, tu prends du patrimoine sans fiscalité. C'est comme dans l'immobilier, hein. C'est la même chose, quoi. Tu t'enrichis en remboursant ton crédit, quoi. Ok. Impressionnant. Maintenant, passons sur un sujet d'actualité. Alors, je crois qu'il s'est passé récemment le World Economic Forum, donc c'est passé en début d'année. Et il y avait plusieurs sujets phares, mais les principaux sujets de ce World Economic Forum, c'était l'IA, tout simplement, avec plusieurs interventions de Sam Altman, du coup, qui est le cofondateur d'OpenAI. Alors, l'IA en 2023, hein, ça fait un sacré boom avec l'apparition de ChatGPT. Les élèves faisaient faire leurs devoirs par l'IA. Ce qui était bien, c'est que en fait, ça génère du texte avec la data et ça le génère a priori bien. Justement, l'objectif de en gros, l'objectif durant le World Economic Forum, ça a été de prôner un usage responsable de l'IA pour accroître la productivité et libérer l'individu des tâches répétitives. Et donc ça, c'était l'objectif principal. Et il faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup... ils ont relevé aussi plusieurs préoccupations, surtout des préoccupations éthiques. Moi, ce que je veux savoir, c'est déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif du World Economic Forum concernant l'idée d'automatiser les tâches répétitives, surtout dans vos métiers à vous, et est-ce que vous vous sentez préoccupé par les préoccupations du style éthique, c'est-à-dire que mon travail peut se faire remplacer par une IA? Tu veux répondre? Moi, j'ai pas mal de choses aussi, hein. Vas-y. Ouais, je pense que le sujet de l'IA, c'est qu'on ne sait pas exactement où on va. On ne sait pas où ça va s'arrêter. On voit les applications d'aujourd'hui, mais on ne les imaginait pas il y a 5 ans, on ne les imaginait pas il y a 10 ans. Donc, ça évolue en permanence et on se dit jusqu'où ça va aller. Donc, il y a toujours en lame de fond cette peur d'être remplacé par un robot, que les robots prennent le contrôle, finalement, les robots ou les programmes informatiques prennent le contrôle de nos vies et soient plus performants que nous. On le voit, ils sont déjà plus performants aux échecs. Ils battent maintenant les humains aux échecs. Et on se dit, si demain, il y a une espèce de conscience artificielle qui se développe, et ça commence à être potentiellement le cas, enfin c'est tout un débat, ils pourraient potentiellement se retourner contre nous-mêmes, on pourrait imaginer jusque-là. Sans aller jusque-là, dans les métiers, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des gains de productivité en tant qu'entrepreneur. Les entreprises, les salariés des entreprises ont des gains de productivité grâce à l'IA. Et on ne peut pas s'en passer. La question, c'est pas de se dire, est-ce que je refuse le progrès ? Puisque dans le cimetière des entreprises, il y a plein d'entreprises qui ont refusé le progrès de l'ordinateur, qui se sont dit l'ordinateur, je ne le veux pas, qui se sont dit Internet, je veux pas, je continue à écrire sur papier, sur des feuilles de papier. Et tous ces gens-là, malheureusement, sont morts. Toutes ces entreprises sont mortes puisque leurs dirigeants n'ont pas été assez visionnaires. Donc nous, je pense que notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est d'être suffisamment visionnaire pour que nos boîtes restent compétitives dans une compétitivité locale, régionale, mondiale, et qu'on aille assez vite pour rester compétitif, et ça veut dire forcément adopter de l'IA. Après, la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur ? Je pense, moi, qu'on ne peut pas lutter. C'est un mouvement qui est trop puissant. C'est pas Manuel Ravier, Grégory Prouveau qui vont se dire « Non, moi, je refuse l'IA. Vous inquiétez pas, chers salariés, on va les bloquer. » On ne peut pas lutter. Donc, moi, mon job, et comment je réfléchis dans la vie de tous les jours en tant que chef d'entreprise, je me dis, et c'est ce que je dis à mes équipes, je dis à mon monteur vidéo, tu vas devoir adopter l'IA, tu dois l'adopter aujourd'hui. Si tu n'adoptes pas l'IA, tu seras moins performant qu'un autre monteur vidéo. Et demain, c'est fini, ton travail s'arrête. Donc, plutôt que de lutter, c'est embrasser ces évolutions technologiques et c'est se dire comment moi, monteur vidéo aujourd'hui, je peux devenir un monteur vidéo augmenté, puisqu'on aura toujours besoin de son œil, de sa vision humaine, ça j'en reste persuadé, surtout dans des métiers où il y a de l'art, mais de se dire comment je peux être un monteur vidéo augmenté qui va utiliser les DR techno pour être plus productif, peut-être vendre plus cher au début, parce qu'en fait, là où je faisais 5 montages dans la semaine, je vais en faire 20. Ouais. Je vais continuer à facturer mes clients, donc j'engrange de la trésorerie. Mais les clients, au bout d'un moment, comprennent qu'avec ces outils-là, tu peux monter plus vite, et donc les prix baissent, mettent en fait 4 fois plus. C'est ça, en fait, moi. Je vois ça comme ça, dans tous les domaines, et je pense qu'effectivement, l'IA,
Moi, je le vois comme une opportunité en tant qu'entrepreneur. Sur les Il faut le domaines voir. d'expertise, je trouve que l'IA n'est pas encore assez développée. Quand on pose des questions très poussées sur de la science ou de l'histoire, la réponse est très, très bancale, je trouve. Mais ça va s'améliorer. Et j'espère. Il faut pas croire que on a cette avance et qu'on la conservera. Voilà. Et dans des métiers, peut-être que tu veux nous répondre toi pour tes métiers, ta vision, Ouais. Greg. Bah, moi, c'est déjà tous les jeunes, les étudiants, ils ont cette inquiétude folle d'être remplacés et que le métier disparaisse à cause de l'IA. Mais Tu parles d'étudiants des étudiants en expertise comptable Ok. dans mon secteur. C'est une question. Je fais de temps en temps des lives sur YouTube. Et j'ai souvent cette question qui revient. J'ai tellement souvent cette question que j'en ai fait une vidéo qui est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Ok. Donc c'est une vraie inquiétude qu'il peut avoir. Le problème dans tout ça, c'est que du coup ils se font des films et peut-être qu'il y en a beaucoup qui rentrent plus dans la filière expertise comptable parce qu'ils ont cette crainte là. Donc ça risque de créer un problème de... Et toi, tu penses que c'est pas vrai que je sais pas combien il y a d'étudiants, enfin combien Ouais. d'experts comptables ou de comment dire, de salariés dans la comptabilité en France, mais Ouais. imaginons qu'il y en ait 100 000. C'est vraiment un chiffre au hasard. Tu te dis pas que demain, en tout cas, on va passer de 100 000 à 10 000, qu'il n'y a pas un risque? En fait, dans notre métier, il y a, ça a déjà commencé depuis longtemps. En fait, tu vois, beaucoup d'outils déjà nous aident à gagner en productivité. On n'a pas forcément attendu 2023, 2024, l'IA, quoi. Voilà. Mais donc, c'est vrai qu'il y a certaines tâches, certaines personnes qu'il va falloir accompagner. Et ça va pas forcément être évident pour tout le monde, pour qu'ils puissent faire évoluer un petit peu leurs compétences et faire des missions un peu différentes. Surtout les anciens. Les anciens, oui, mais les anciens, ils ont peut-être l'expérience, tu vois. Donc Puis les anciens, ils dépend sont chauds. ça dépend les anciens. Ouais, ça Non, dépend. Ça dépend quel ancien. Il y en a qui ont de l'expérience, Ouais. qui ont l'habitude d'avoir la relation client, et ça va pas se remplacer avec une IA. Mais il y a des anciens qui ont une tâche répétitive, même pas forcément les anciens, c'est pas le bon critère, c'est ceux qui ont une tâche répétitive parce que ça leur convient, parce qu'ils sont, ça les sécurise de maîtriser quelque chose de répétitif et qui aiment bien. Et on a besoin d'avoir des gens comme ça dans chacun de nos métiers malgré tout. Bien sûr. Moi, j'en ai, et ils le font super bien. Mais c'est vrai que j'ai une crainte pour eux qu'il va falloir qu'ils évoluent parce que leurs tâches répétitives, elles peuvent être éventuellement remplacées en partie par l'IA. Voilà. Donc après, mon métier va pas disparaître parce que l'IA, c'est un outil pour moi qui va nous aider à être meilleurs, à nous concentrer sur la vraie valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter aux clients et pas perdre du temps sur des tâches répétitives inutiles qui apportent de la valeur à personne. Donc on peut pas lutter contre non plus, je te rejoins complètement, on peut pas lutter contre, il va falloir l'utiliser à bon escient pour pouvoir profiter de cette opportunité. C'est une opportunité, un entrepreneur, on voit que des opportunités partout en fait. On n'a pas le Même, choix. voilà, on est optimiste et donc on est là pour protéger nos équipes, protéger notre entreprise et donc il va falloir s'adapter, s'habituer et apprendre à maîtriser cette IA pour continuer à être le meilleur dans son secteur ou en tout cas apporter de la valeur à nos clients. À l'avenir, sur les futurs CV, est-ce que vous voudriez voir maîtrise l'IA, maîtrise, je sais pas, GPT ou comment il s'appelle l'IA qui fait les maths, Wolfram Alpha, je crois. Ouais, je crois que Moi je veux plus que ça, hein. C'est plus que ça. maîtriser ChatGPT, enfin c'est... Ça veut tout et rien Non. dire. Ouais, ça veut rien dire. Non, mais Ça veut rien c'est dire. juste Ouais. avec des exemples. Celui qui, enfin, moi, mon collaborateur, je veux pas qu'il marque maîtrise ChatGPT. Je veux qu'il maîtrise, qu'il mette curieux, ouvert d'esprit. Tu vois, Ok. tout simplement. Effectivement. Tout simplement. Parce que moi, j'essaie d'ouvrir l'esprit à mes équipes. Je veux qu'elles apprennent, je veux qu'elles soient toujours dans une constante amélioration d'eux-mêmes, savent se remettre en question pour s'améliorer. Alors, c'est pas la peine de toujours se remettre en question pour s'empêcher d'avancer, mais l'idée, c'est de pouvoir essayer de s'améliorer, d'avoir cet esprit-là. Et qu'ils aient une maîtrise de l'IA, bah, c'est bien. Mais en fait, qu'ils aient une curiosité, bah, c'est beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être l'IA. Demain, il y aura encore autre chose. Il y aura encore des choses à apprendre, il y aura encore des process à améliorer, il y aura toujours des choses à découvrir. Donc, avoir cette curiosité, c'est bien plus important que d'avoir la maîtrise de l'IA à mes yeux, quoi. D'accord. Le prochain sujet qui était très prédominant dans le World Economic Forum, c'était la nécessité attendez. C'était la nécessité d'injecter des fonds. Reformule comme ça. Oui, bien sûr. En gros, l'idée c'était. Alors, durant le World Economic Forum, l'un des sujets phares également, c'était le changement climatique. Donc, c'est un sujet qui revient énormément en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, majoritairement, c'est les pouvoirs publics qui financent l'écologie, etc. Aujourd'hui, ils ont évoqué la nécessité d'injecter des fonds privés pour cela. Est-ce que vous,
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez concerné par le changement climatique déjà? Et est-ce que cette idée d'injecter des fonds publics va vraiment solutionner le problème? Déjà, le changement climatique, Manu, je pense qu'on aime bien la montagne tous les deux. Déjà, moi je vois le Mont Blanc qui fond un petit peu. Je sais pas, je vois des vieilles photos du Mont Blanc il y a 20 ans, 30 ans. On voit qu'il y a quand même moins de neige, c'est clair. C'est un peu flippant quand même tout ça. C'est clairement flippant. Donc on peut pas rester insensible à ça, hein, je pense. Après, dans ta question, d'injecter des fonds privés, en fait, pour moi, il y a toujours un intérêt économique derrière. C'est du business, quoi. J'étais commissaire aux comptes d'une jolie association qui fait la promotion du transport électrique sous toutes ses formes. Mais derrière, bah oui, c'est déjà des fonds privés en fait. Donc c'est une association un peu financée par l'État avec des règles de l'État, mais derrière c'est tous les producteurs, enfin tous ceux qui font qui créent des voitures, qui créent des transports en commun, qui financent tout ça. Donc ils ont un intérêt économique, quoi. Donc c'est déjà le cas finalement. C'est déjà financé par des fonds privés. Puis ceux qui financent l'État, ça reste nous ou les sociétés, beaucoup les sociétés finalement, donc c'est déjà financé par des fonds privés. Donc impôt sur les sociétés, c'est combien déjà? 36%? De quoi le taux? L'impôt société, oui. Alors il y a plusieurs taux, hein, 15. Sur, tu veux dire sur l'IS. Après, je pense qu'il y a plusieurs moyens de financer le fonctionnement de l'État. Chacun y contribue finalement. Donc, faut pas croire que l'État, c'est tout ce que finance l'État, c'est cadeau. Bah non, c'est nous qui sommes derrière, que ce soit en tant que personne physique, en tant qu'entrepreneur, on finance beaucoup. Et c'est important qu'il y ait des entreprises qui soient là pour financer, hein, pour l'équilibre. Donc, il y a déjà ces fonds privés qui sont là pour financer. Après, je pense que ce qui peut être annoncé de manière générale sur ce genre d'événements, bah, c'est peut-être des effets d'annonce politique, tu vois. Puis peut-être des grandes tendances aussi. Ouais. Mais la tendance, le sujet du changement climatique, on va pas le traiter aujourd'hui, mais c'est un sujet hyper complexe. Parce que d'un côté, il faut agir, il y a une responsabilité individuelle de chacun, une responsabilité collective par les entreprises, par les États. Ouais, le financement, c'est pas qu'un sujet de financement, c'est un sujet de comportement aussi beaucoup. Le financement, comme le dit Grégory, on est sur des financements publics qui sont colossaux et qui sont évidemment financés derrière par les entreprises et par les salariés qui travaillent. Hein. Quand on dit entreprise, c'est au sens large. Souvent, globalement, l'économie et le public et tout ce qui est déversé dans le public est financé par les gens qui travaillent. Ne l'oublions pas. Les entrepreneurs, les salariés, les entreprises. Donc voilà, la réalité, elle est aussi simple que ça. Donc la frontière publique-privée est assez fine par rapport à ça. D'accord. Et le dernier sujet de ce World Economic Forum, c'est une déclaration de la présidente de la BCE, donc Christine Lagarde, qui affirme qu'il y aurait une possible baisse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de faire une telle déclaration ou pas? Moi, c'est ce que je dis et que j'annonce depuis déjà 1 an et demi. Depuis que les taux ont commencé à monter, j'avais dit, vous verrez, mi-2024, ça va commencer à baisser. Je suis content qu'elle me donne raison. Merci Christine. Mais le vrai sujet, en fait, c'est pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est dans des économies qui ont un besoin d'injection de liquidité pour que l'économie se développe. Donc Christine Lagarde, elle ne parle pas d'immobilier. En l'occurrence, nous, ça va nous arranger dans l'immobilier en tant qu'investisseurs parce que les taux vont rebaisser. On estime un taux entre 2,5 et 3%. Alors plutôt autour de 3% fin 2024 et à partir de 2025, on redescendrait, j'espère, dans les 2,5. On verra, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des guerres, on le voit, on a une instabilité géopolitique qui peut peser aussi sur les taux, négativement, évidemment. Le sujet, c'est qu'on est dans des économies, et on l'a vu, où on a besoin de faire de la relance par justement ce qui crée de l'inflation derrière, hein, et après on lutte contre l'inflation, donc c'est un cycle permanent, mais on a besoin de faire de la relance par de la création monétaire. En tout cas, les banques centrales ont besoin d'injecter plus d'argent dans l'économie en créant de la monnaie. Cette monnaie, il faut justement la créer et l'injecter avec des taux bas. Donc permettre aux entreprises d'emprunter, permettre aux États d'emprunter à des taux bas pour que l'économie tourne, pour investir, pour que les entreprises investissent, pour que les États investissent dans leurs infrastructures. Et donc, on a besoin d'avoir des taux bas. Les taux élevés pèsent sur les États, sur le financement des États qui vivent à crédit. Donc tous les États occidentaux notamment, mais pas que, et pèse aussi sur les entreprises qui vivent à crédit, c'est la réalité. Et donc le fait de se dire on va être obligé, et c'est finalement le message qui est envoyé, pour relancer et pour créer de la croissance, de baisser ces taux, c'est quelque chose de simplement logique. Derrière, ça va impacter positivement des entreprises qui vont pouvoir
se refinancer, injecter et investir. Ça va impacter des particuliers qui vont pouvoir consommer, parfois avec des crédits à la consommation qui baissent, et ça va impacter évidemment les investisseurs immobiliers. Là, ça nous intéresse, nous, particulièrement, qui vont pouvoir avoir des taux plus attractifs et se remettre à investir et à faire des projets encore plus rentables à partir de fin 2024. Mais dis-moi, ce n'est pas le fait d'injecter de l'argent comme ça dans les banques qui crée l'inflation, justement, qui dévalue la monnaie? Si, et c'est pour ça que je dis que c'est un cercle vicieux, c'est que taux bas entraîne justement des gens qui s'endettent. Donc quand je dis des gens, c'est pas des gens, hein, c'est des États qui sont poussés à l'endettement ou des entreprises qui sont poussées à s'endetter. Cet endettement entraîne justement des difficultés et une inflation, puisqu'on injecte plus d'argent dans l'économie, donc les prix, c'est ce qu'on a vécu sur les 2 dernières années, ont tendance à augmenter très fortement. Donc à la fin, c'est le consommateur qui paye. On va se dire la vérité, la monnaie est dévaluée. Et si l'inflation devient incontrôlable, comme ça a été la crainte sur les dernières années par justement la Fed aux États-Unis ou la BCE, ben là, on a quelque chose de dangereux puisque les consommateurs peuvent avoir des difficultés à acheter des biens de consommation courante. Ça crée une crise politique, une crise économique. Et à ce moment-là, les banques centrales, leur rôle, c'est de se dire, oula, là on est en surchauffe, on va freiner. Pour freiner, on va augmenter les taux. Donc eux, ils jouent en fait sur le curseur des taux de financement des banques, ce qu'on appelle les OAT notamment. Et à partir de ce moment-là, ils sont obligés d'essayer de maîtriser l'inflation et c'est quasiment leur unique levier. D'accord. C'est le mot incontrôlable qui est important, parce que c'est justement ça. Elles essaient pour rassurer le fonctionnement des entreprises, des investisseurs, pour rassurer et que l'économie puisse être tournée correctement. Il faut justement pas que ça devienne incontrôlable, comme tu dis. Quoi. C'est exactement ça. Quoi. Donc, il faut réajuster régulièrement et donner de la visibilité à ceux qui sont utiles pour financer l'économie et faire fonctionner le système général. D'accord, ok. Passons à un sujet mindset. Allez, mindset. C'est parti. T'as du mindset, toi, quand même. Hein. Alors, pas mal de mindset. Donc, pour vous lancer un projet, il faut de la motivation. Beaucoup de motivation. Comment est-ce que vous trouvez cette motivation? Et comment nous, est-ce qu'on peut trouver cette motivation, surtout? Il ne faut pas rester dans un canapé comme ça, il faut se bouger. Hein. Faut se, voilà, hein. On s'est levé tôt, Grégory. On s'est levé tôt. On est samedi matin. Samedi matin. Tu vois, ça, c'est un truc d'entrepreneur. Voilà, et on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Un jour, pour l'anecdote, un très bon ami m'appelle, et c'est véridique, hein, un samedi matin comme ça, je crois qu'il était 9h du matin, et il m'appelle et il me dit « Manuel, apprends-moi à devenir riche ». Véridique. Mais un peu comme une phrase provoque aussi, mais c'est un très bon ami, voilà. Et je lui réponds ça, tac au tac, je lui dis, avec plaisir, je lui dis, t'es où là? Il me dit, tu veux que je sois où? Je suis dans mon lit. Je lui dis, devine où je suis. Il me dit, j'en sais rien où t'es. Et moi, j'étais au bureau. Je lui dis, donc, ne m'envie pas sur l'argent, parce que souvent, les gens voient dans les entrepreneurs qui ont la chance d'avoir une réussite, ils voient que le facteur argent, ils se disent, putain, si j'avais sa voiture, si j'avais son argent, si j'avais les diamants que Greg a dans ses coffres, dans ses multiples coffres, ma vie serait incroyable. Mais en fait, ils voient pas que nous, c'est pas... Non, mais que nous, surtout, on se bat pas pour acheter des diamants. Ouais. C'est comme l'a dit Grégory, une récompense. Lui, il se fait plaisir avec ça, d'autres se font plaisir avec d'autres choses. Donc, je plaisantais avec ça parce qu'on en a parlé. On se bat pas pour avoir cette récompense, on se bat parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, moi, le point, il est peut-être de vous dire à ceux qui veulent se lancer, d'ailleurs à tout le monde, hein, même ceux qui... Parce qu'il n'y a pas qu'une voie, hein, il faut pas forcément être entrepreneur. On peut s'éclater dans son boulot en étant salarié. Ce qui compte, c'est quand on se lève le matin, de se dire, je n'y vais pas à reculons. De se dire, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller dans ma boîte bosser parce que je suis stagiaire, apprenti, salarié en marketing et j'aime le marketing. Putain, aujourd'hui, je vais me dépasser et je vais pouvoir me faire plaisir en marketing. C'est d'avoir le plaisir de se dire, je suis expert comptable, je suis comptable, je vais bosser dans ma boîte de comptabilité et j'y vais par reculons parce que j'aime ça. Et je vais apprendre des nouvelles choses, etc. Et donc, c'est d'avoir du plaisir dans chaque chose. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat, on a encore plus de plaisir a priori parce qu'on choisit ses projets et qu'on travaille pour soi. Donc, il y a quand même un facteur où ça peut payer. Mais c'est pas automatique. Ça paye pas à chaque fois. Et c'est pas ce que vous devez avoir uniquement en tête quand vous démarrez dans l'entrepreneuriat. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais... non, mais je te rejoins. Si je peux ajouter ma petite touche, c'est vrai que pour prendre du plaisir... Enfin, personnellement, moi, j'ai besoin de me sentir utile. Ouais. J'ai besoin de voir un intérêt dans ce que je fais pour moi et pour les autres. Et chacun va trouver sa raison d'être, sa raison de prendre du plaisir ou de faire ce qu'il aime, quoi. Donc, ça peut être en effet parce qu'il y a une récompense financière derrière, peut-être. Mais enfin, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est me sentir utile.
c'est une source de motivation Bien sûr. et qui nous pousse en effet à nous lever tôt le matin, à aller à charbonner tard le soir, à profiter de nos week-ends. Je dis profiter de nos week-ends pour aller voir d'autres entrepreneurs sur des événements, tout ça, alors que c'est normalement pas ce qu'on fait le week-end, mais c'est notre passion qu'on développe avec chacun un sens derrière. Voilà. Et moi, c'est me sentir utile, quoi. C'est important pour moi. Et quand vous lancez un projet, que vous y croyez, que vous êtes motivé pour le faire, il faut une certaine rigueur, je pense. Et justement, il faut, je pense, fixer des objectifs. Et à ce niveau-là, est-ce que vous fixez des objectifs et comment vous les fixez? Moi, je me mets pas trop la pression non plus, quoi. Ok. En fait, je pense que si tu te mets la pression et que tu atteins pas tes objectifs, il n'y a rien de pire en fait, parce que tu vas lâcher le morceau très rapidement, tu vas voir, j'y arriverai pas, et tu lâches le morceau rapidement. Je pense que il faut pas lancer non plus trop de projets. Je pense qu'il faut connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Moi, j'aime bien, avant de lancer un projet, vraiment faire le point sur moi-même, et j'essaie de rassembler mon énergie, et rassembler son énergie pour ensuite pouvoir l'injecter dans ce projet. Donc, ça peut prendre du temps en fait de rassembler cette énergie. Ça va être toute une phase de préparation au lancement d'un projet. Et cette préparation, elle est primordiale pour la réussite aussi. Donc c'est une étude de marché, c'est faire des prévisionnels, c'est quelles sont mes forces et les faiblesses, de quels besoins je vais avoir, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir lancer ça. Et pendant ce temps-là, tu vas te rendre compte, tu vas construire progressivement ce projet et tu vas peut-être sans t'en rendre compte, en effet, rassembler ton énergie. Et le jour où tu te sens prêt, c'est parti, tu lâches ton énergie. Et en revanche, une fois que c'est parti, essaye vraiment, quoi. Essaye vraiment de réussir. T'arrêtes pas au premier obstacle. C'est un 110 mètres haie. Tu te tapes la première haie, ok, tu peux la taper, mais tu en as encore d'autres derrière et tu vas essayer de bien les franchir et tu vas peut-être te permettre d'arriver, ça va peut-être te permettre d'arriver premier sur la ligne d'arrivée, quoi. C'est pas parce que tu as tapé la première difficulté, tu as rencontré une première difficulté, tu en auras forcément des difficultés. Tu es entrepreneur, tu dois savoir résoudre des problématiques. Moi, aujourd'hui, dans mon job, c'est ça, mon job, c'est moi qui gère les merdes. Voilà, c'est mon job. Et l'entrepreneur, s'il s'arrête à la première difficulté, c'est qu'il n'est pas prêt encore pour être entrepreneur. C'est qu'il doit encore rassembler l'énergie, rassembler du mindset pour faire face aux prochaines difficultés, parce qu'il en aura forcément. Si tu n'as pas de difficultés, si tu n'as pas de barrières difficiles à franchir, c'est pas normal. C'est que tu n'as pas un projet qui va impacter, c'est pas un projet qui va apporter une valeur ajoutée, c'est pas quelque chose qui va te différencier en tout cas d'autres personnes, si t'as pas de difficulté. Ouais, je dirais, pour rebondir, il y a deux phases. Il y a la phase itération, c'est ce que tu expliques très bien. Au début, on teste, tester sur du petit volume, sur quelque chose de petit, qui est pas trop engageant pour vous. Ouais. Et quand vous avez trouvé comment ça peut marcher, là, on va viser de scaler, on va donner beaucoup plus d'efforts sur la voie qui a fonctionné à petite échelle. On va passer de la petite échelle à la grande échelle en se disant, j'ai essayé 10 choses, il y en a une qui a marché, ça y est, ça commence à marcher, et là j'injecte fortement mon énergie pour scaler. Et c'est ce que nous on a fait, notamment dans l'immobilier avec Michael, mon associé. On s'est retrouvé à acheter un appartement, le rénover, le mettre en location, ça a marché. C'est ce que font nos clients tous les jours, ça marche. Ça marche, le crédit était remboursé par le loyer. Là on s'est dit, en fait, il y a un côté magique, ça va... On venait de comprendre que ça marchait, que ça fonctionnait et qu'on pouvait acheter un appartement, un bien immobilier avec l'argent de quelqu'un d'autre, la banque, et faire payer le remboursement de ce crédit par une tierce personne qui était le locataire. Et donc, comme ça a fonctionné, on s'est dit maintenant comment on fait pour passer à l'échelle et passer de 1 appartement à 150. Et c'est vraiment, je pense, ça, le truc d'entrepreneur. Toi, tu as compris et tu as craqué le code, si on peut dire les choses comme ça, dans l'expertise comptable. Tu as acheté, tu nous en as pas parlé, on n'a pas parlé en détail, mais tu as acheté d'autres cabinets après, je crois. Ouais, j'ai acheté un autre cabinet. C'est vrai que j'ai acheté ce premier qui était une belle opportunité. Ouais. J'ai eu des opportunités d'en racheter d'autres. J'ai étudié les opportunités. Finalement, j'en ai saisi une de ces opportunités. J'ai racheté un autre fonds de commerce, cette fois-ci, pas les parts de la société. Et ça m'a à nouveau, en effet, permis de m'ouvrir des portes, d'avoir une super équipe qui s'étoffe, parce que quand tu as une équipe qui a de la valeur aussi dans ta boîte, donc des belles compétences. Et je pense qu'en effet, c'est bien de pouvoir trouver un petit quelque chose et de pouvoir essayer de le développer, le scaler. Ouais. Et pourquoi tu t'es pas arrêté au premier cabinet ? C'est ça la question. Ouais, tu prends goût en fait. Tu prends goût à l'entrepreneuriat, vraiment, quand tu craques le code, comme tu dis, tu prends vraiment goût à essayer d'aller toujours plus loin dans ce craquage du code. Après, parfois, tu as des limites. Moi, je ne suis pas forcément dans un business où je vais pouvoir aller démultiplier l'achat de cabinet, comme tu peux démultiplier l'achat d'investissements immobiliers, d'appartements, comme tu fais avec Michael, ou comme tu fais avec tes clients aussi, quoi.
Donc voilà, mais c'est vrai que craquer le code, trouvez-le ce code, craquez-le et développez-le, c'est tellement excitant. Donc là, tu as repris 2 cabinets. Ouais. Ça, c'est pour les cabinets que tu as repris. Ouais. Ok, tu as combien de sites géographiques aujourd'hui? Alors, je suis monté assez haut en termes de collaborateurs. Là, je suis plutôt en phase de descente. Je préfère trouver le bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso. Okay. Et en fait, c'est tellement plus sain comme ça que donc j'étais quasiment à 60 collaborateurs à un moment donné. Aujourd'hui, j'en ai à peine plus de 30. Okay. Et j'ai fait un tri aussi dans les clients. Donc, même en baissant mon activité, j'ai moins de problèmes et j'ai une meilleure rentabilité. Ouais. Donc faut pas courir après le chiffre d'affaires, faut courir après la rentabilité. Donc j'ai fait ces ajustements-là. Et aujourd'hui, je suis réparti sur 3 agences à Paris, en région parisienne. Je suis dans le 9e, dans le 11e et à Neuilly-sur-Seine. Et avant, j'étais aussi à Levallois et dans le 1er arrondissement. Et j'ai vu passer un post sur LinkedIn ou sur Instagram, je me rappelle plus. On mettra dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez suivre Grégory sur les réseaux. Et j'ai vu passer un post où tu parles je sais pas comment t'appelles ça, mais d'incuber des experts comptables qui se lancent. J'ai trouvé ça hyper smart. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Ouais, c'est vrai que j'ai craqué le code moi de la communication dans le métier d'expertise comptable. Ouais. Je pense que c'est un métier qui est un petit peu archaïque, mais qui se modernise. Soyons optimistes. C'est sur vos conseils aussi que j'ai fait des choses. C'est en échangeant aussi ensemble que j'ai un jour créé une chaîne YouTube et qui m'a sorti du lot en fait. Je suis sorti du rang de tous les experts comptables et tous les experts comptables m'ont vu, tous les clients, les entrepreneurs m'ont vu, et tous les futurs experts comptables ou les collaborateurs comptables m'ont vu. Donc, du coup, ça m'a permis de développer mon chiffre d'affaires. Ça m'a permis, aujourd'hui, je refuse 40 clients par jour. C'est incroyable. Ouais, voilà, je refuse 40 clients par jour. Ça me donne de la visibilité pour recruter. Alors, j'ai pas de problème pour recruter. Au contraire, j'ai même réduit mon effectif. Alors que c'est très compliqué de recruter dans l'expertise comptable. Voilà, comme dans beaucoup de secteurs, mais très difficile dans l'expertise comptable. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 1000 CV dans ma base de données, de gens qui ont passé 40 minutes à répondre à des questions et qui sont venus sur mon site internet. Voilà, j'ai une grosse base de données de collaborateurs hyper compétents. Et donc, j'ai même à un moment donné créé un cabinet de recrutement pour proposer ces CV à d'autres experts comptables, parce que j'en ai pas besoin. Et puis j'ai aussi tous ces experts comptables qui m'ont vu faire ces choses-là, qui ont été intrigués au début, qui m'ont félicité. Et aujourd'hui, je sens que, je me suis... j'ai l'envie, après avoir souhaité aider les entrepreneurs, de pourquoi pas aider des experts comptables. J'ai tous ces 40 clients que je refuse chaque jour. Et, tu veux les mettre au service de... jusqu'à présent, je les jette. Quoi. Du concurrent. Je l'ai fait. Ouais, du concurrent, mais il n'y a pas de concurrence. Enfin, on est tous différents. Voilà. Mais c'est un petit peu ça. Des confrères. Des confrères, ouais, on dit les confrères dans mon métier. Mais c'est vrai que beaucoup diraient des concurrents. Mais en fait, on est tous différents. En fait, il faut les autres pour que nous aussi on réussisse. Quoi. Donc, bref, je me suis dit que j'allais arrêter de refuser ces 40 entrepreneurs par jour et que j'allais les proposer, les donner à 5 jeunes experts comptables qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer leur cabinet, qui veulent le développer. Et je sais que c'est galère au début d'aller développer un cabinet d'expertise comptable, donc je leur apporte ces clients que je refuse tous les jours. C'est une super idée. Moi, ça me plaît. Voilà, je me sens utile là aussi. Et puis, le jour où ils veulent développer, ils veulent grandir, je leur apporterai les CV que moi aujourd'hui je refuse aussi parce que je ne peux pas accueillir tout le monde dans mon cabinet. Voilà, ça me plaît. Je crée une école de formation, c'est peut-être la prochaine idée. Une école de formation, cette fois-ci des experts comptables. Ça. J'ai déjà le nom de domaine. J'ai déjà 150 experts comptables qui sont en préinscription. et c'est en effet peut-être dans les tuyaux. Je l'avais mis de côté parce que je préfère honnêtement aller là où il y a de l'énergie. Ouais. Et honnêtement, il y en a plus dans les entrepreneurs qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les experts comptables. C'est en train de changer un petit peu. Et j'espère peut-être contribuer à ce changement en déjà formant, partageant, en stimulant ces experts comptables que je vais accompagner, ces jeunes experts comptables, et peut-être le jour aussi venu mentorer, peut-être, c'est ce qu'on me demande aussi, mentorer des experts comptables et les former ou former leurs collaborateurs. C'est des challenges. Moi, c'est ça que je trouve absolument fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as une idée, quelque chose qui n'existe pas, c'est juste une idée au départ, elle peut ne pas fonctionner du tout, hein. Souvent, très souvent d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais le nombre d'idées où l'entrepreneur se dit « Ah putain, on pourrait faire ça », parfois même sur le papier c'est génial et puis peut-être que ça marche pas dans les faits parce que c'est pas rentable, parce qu'au final il y a peut-être pas vraiment le besoin, mais on peut aussi avoir des idées comme tu as là Greg,
On ne sait pas encore si elle va fonctionner. Je te le souhaite, j'en suis persuadé. Mais on le verra à l'usage. Mais en tout cas, tu vas au bout de cette idée. Tu as déjà le nom de domaine. Tu as déjà visualisé comment tu allais le faire. Ça va probablement évoluer dans le temps. Mais je trouve ça génial. C'est ça qui nous anime, en fait. C'est ça. C'est les opportunités aussi, quoi. Voilà. Mais c'est en sortant du lit, c'est en allant se bouger qu'on les crée, ces opportunités. Sous la douche, parfois, vraiment, en plus, en se brossant les dents. Non, mais on a souvent ces images, mais c'est la vérité. Les meilleures idées, tu les as quand? En se rasant. En se rasant le matin. Nous, mais du coup. Moi, c'est vrai que sous la douche ou en faisant du sport, en me promenant, en écoutant de la musique, en étant curieux, tout simplement. Voilà. Malgré tout ce... Et quand vous avez l'idée, comment vous arrivez à vous auto-convaincre que cette idée, elle est incroyable? Est-ce que vous avez un... Ça, c'est une maladie de l'entrepreneur. Il est toujours trop confiant et auto-convaincu. Toi, tu l'as, celle-là, cette maladie, Manu. Je le sais. D'accord. C'est inné, c'est ça? Ou vous challengez l'idée? Je pense qu'on apprend, comme je disais, un peu par hasard au début. Greg, il avait une idée à l'époque, par hasard, avec Dublin Eye, ça a marché. Moi, j'avais une idée dans la petite chambre Crous de faire un truc, ça a marché. Et en fait, les petits succès font qu'on commence à croire que c'est possible, en fait. Et c'est aussi ce qu'on veut vraiment faire sur la chaîne Money Talk, c'est vous dire, vous avez des idées, c'est possible. Ça veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que si vous passez à l'action, que vous implémentez, il y a des chances que ça marche. Et si vous ne lâchez rien, et que vous remettez en question en permanence et que vous écoutez les autres, etc., là, il y a encore plus de chances que ça marche. Donc, je crois que c'est ça. Après, je sais pas. Complètement. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, Manu. Ça fait 10 ans, et il y a 10 ans, on était tellement loin. T'étais pas encore tu te lançais dans l'entrepreneuriat. Moi, j'étais à peine expert comptable. Et quel chemin parcouru, quoi. Mais franchement, je pense qu'on aurait signé tout de suite pour ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais on se rend pas compte que voilà, c'est petit à petit. On construit les choses, on construit la maison petit à petit, quoi. On met les briques, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait le feu qui sorte de la cheminée, quoi. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, malheureusement. Mais le chemin est beau. Le chemin est chouette, et c'est ça qui est chouette. Le chemin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus agréable aussi, quoi. Ouais, et pour un futur entrepreneur, comment est-ce qu'on peut trouver la confiance en soi pour démarrer un projet? Ouais, moi, la confiance en moi, je l'avais pas trop au départ, franchement. Mais encore une fois, on essaye, on se lance. Tu vois, même quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, moi introverti, moi timide, moi secteur d'activité, on s'en fout. Qui va aller regarder des vidéos d'un expert comptable sur YouTube? C'est pas personne à la base. Tu t'es dit One Life, il faut que j'y aille. Ouais. je me suis dit, je vais faire une première vidéo. J'en ai fait une première dans mon salon. Ok. Et j'ai vu ce qui allait pas. La lumière, le son, la qualité de l'image, le cadrage, mon intonation, ma dynamique. J'ai corrigé tout ça. Et la deuxième vidéo, je l'ai enregistrée, je l'ai mise directement. Et je me suis dit, au pire, ça marche pas. C'est que personne l'a vu si ça marche pas, donc personne ne saura que j'ai lancé une vidéo. Donc ça sera pas forcément un échec en soi parce que personne ne le saura. Voilà. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été un échec. Elle a été vue des millions de fois. Non, ça n'a pas été un échec. Mais en fait, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais si ça peut marcher. Après, moi, je pense qu'il vaut mieux se tromper que vivre avec des regrets, quoi. Enfin, c'est quand même une tristesse de regretter toute sa vie, quoi. Ouais, de ne pas avoir entrepris ni rien. Oui. Et justement, comment est-ce que tu garantis toi, la qualité de ton travail? C'est par l'essai à chaque fois ou tu as vraiment un processus, un cahier des charges précis à chaque fois quand tu lances un projet? Quand je lance un projet pour me donner toutes les chances de réussir, c'est ça? C'est ça. Juste la qualité de ton travail. Comment tu garantis vraiment d'avoir la meilleure qualité pour le rendu final de ton travail? Alors ça, d'une manière générale, c'est une question un petit peu vaste. Je saurais pas trop quoi te répondre là-dessus, hein, mais quoi qu'il arrive, pour réussir la qualité, c'est d'abord de l'écoute, hein, pour comprendre la problématique, comprendre quel est le besoin du client. Après, c'est s'assurer si on peut vraiment répondre à cette problématique, parce que peut-être qu'on ne peut pas y répondre. Dans ce cas-là, c'est accepter qu'on ne peut pas répondre à cette problématique parce qu'on n'a pas envie de rendre justement un travail qui soit de médiocre qualité. Donc, on le dirige vers quelqu'un d'autre. Et si on estime qu'on peut le faire, en effet, c'est de mettre les moyens pour bien faire les choses et pour satisfaire en effet le client, pour qu'il reparte avec une bonne expérience et que peut-être un jour il puisse nous recommander auprès d'autres clients. Voilà, donc, et pour ça veut dire qu'il faut aussi avoir une bonne équipe, des bons partenaires, savoir aussi apprendre, enfin continuer à développer nos propres compétences pour assurer une bonne qualité de service auprès de nos propres clients. Ouais. D'accord. Toi, Manuel, comment tu garantis la qualité de ton travail? Ouais, la question peut avoir beaucoup de choses différentes. Si c'est quand je lance un projet, si c'est avec les clients, etc. Mais moi, je me mets pas trop la pression. Je sais que si on met du cœur dans les choses, et c'est vraiment ça, hein, si on met du cœur parce qu'on a la passion, je reviens toujours à ça en fait, hein,
on peut dire beaucoup de choses, on peut dire il faut être technique, il faut apprendre, il faut ci, il faut ça, mais il faut avoir envie de le faire. Je vous prends un exemple. Moi, quand j'étais apprenti dans une banque, dans la direction financière d'une banque hyper prestigieuse, juste avant de lancer l'entreprise. Et c'était très bien. C'était une très belle signature. La banque s'appelle Amundi. J'étais la direction financière du groupe Amundi, donc c'était prestigieux sur le papier. J'avais des collègues talentueux. Le truc, c'est que c'était pas un job qui me correspondait à moi. Ça veut pas dire que le job était pas bien. Le job était génial pour plein de gens. Mais moi, c'était un job où, en l'occurrence, je faisais du contrôle de gestion cette année-là. C'est l'opposé de ma personnalité. Il faut se connaître. Je l'ai fait pour valider un diplôme, et c'est très bien. J'ai validé un diplôme de contrôle de gestion. Mais j'allais pas le matin en me disant « Ah, c'est trop cool, aujourd'hui, je vais m'éclater dans mon job. » Et j'en reviens toujours là. En parallèle, je me suis lancé. Et donc, en parallèle de ça, on a commencé à créer l'entreprise avec Michael. Hein, c'était en 2011-2012. Et donc, là, je passais mes nuits par envie, pas par obligation. Je regardais, j'ouvrais des choses dans le marketing, dans l'immobilier, comment on va pouvoir aider les clients, comment on va pouvoir faire ça. Et en fait, j'avais les yeux qui pétillaient en le faisant, et donc je ne comptais pas mes heures, je le faisais avec cœur, et donc la garantie de la qualité du travail, c'est parce que Grégory aime ce qu'il fait en expertise comptable. Après, il y a bien sûr des études qui ont été faites, il a fait des études là-dedans, il y a des diplômes, il y a des collaborateurs, etc. Mais c'est une envie en fait d'aider et de se dire à l'entrepreneur que j'accompagne, j'ai vraiment envie de le faire. Et moi, c'est de me dire, les investisseurs que j'accompagne, j'ai envie qu'ils aient un gros patrimoine au service de leur vie, de leur famille, de leur retraite. Et c'est ça qui m'anime, en fait. Et à partir du moment où ça t'anime, tu vas te dire, je vais le faire au maximum, à 100%, à 120% de mes capacités. Et là, ça va fonctionner. Tu vas délivrer de la valeur, et donc tu rentres dans un cercle vertueux. Et c'est le cercle après de la recommandation, puisque tu as délivré de la valeur, ça marche, on t'envoie du business. Et petit à petit, tu te bâtis un portefeuille client, et petit à petit, tu gagnes de l'argent aussi. Ça arrive après comme une finalité. Parce que j'ai délivré de la valeur à mes clients, eh bien, mes clients me remercient en me payant. Parce que j'ai beaucoup de clients contents, ils me confient plus de projets. Forcément, je finis par gagner de l'argent. C'est vraiment dans ce sens-là. Le cycle, c'est passion, création de valeur, argent. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Ok, c'est un très très bon conseil de vous deux. Hein, c'est d'excellents conseils. Et justement, j'aimerais rebondir sur un sujet d'actualité, qui touche un peu plus Manuel. Ouais. Ça serait, c'est sur l'immobilier. Donc je suis tombé sur un article du Capital, donc du 25 janvier, qui parle de la chute des prix en Ile-de-France. Donc les prévisions de baisse de prix de l'immobilier ancien en Ile-de-France, avec une attention particulière sur Paris. Ouais. Ils ont également évoqué le contexte du marché de l'immobilier. Donc cette baisse des prix, en fait, elle est due à une demande qui est en berne, qui est due aussi à la diminution du pouvoir d'achat des Français. Et d'un point de vue plus global, les propriétaires s'adaptent à un marché où la demande est faible et le pouvoir d'achat immobilier diminue. Ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Comment ça te concerne ? À quel point ça te concerne en fait ? Alors, c'est drôle parce que je suis tout le temps interviewé par des journalistes et notamment Capital, donc je me suis demandé si c'était moi qui avais répondu à l'interview. Mais non. Sérieux ? C'est un piège. C'est un piège. Mais il n'y a rien qu'hier, j'ai eu 3 interviews dans des journaux, les Échos, des choses comme ça. L'immobilier, c'est un cycle. C'est cyclique. On a vécu un cycle très fort d'une dizaine d'années avec des baisses de taux qui ont été importantes. Ce qui a dopé le marché de l'immobilier, il y a plusieurs grands courants. On a eu la baisse des taux, on a les Français qui ont pris conscience que sur la retraite, ça allait peut-être devenir compliqué. Donc, il fallait investir pour protéger son avenir. On a eu des liquidités avec le Covid. Il y a eu, les Français ont épargné pendant la période Covid, donc ils ont eu plus d'apports pour acheter. Ils se sont dit, mais si je passais à l'action dans l'immobilier, donc ça a redopé également le marché immobilier. Aujourd'hui, on voit que les taux ont beaucoup augmenté sur les 18 derniers mois. On était passé d'environ 1% sur 20 ans en moyenne à environ 4,5% au pic, donc à la fin de l'année 2023. On voit qu'en 2024, ça recommence à baisser. Donc c'est un marché qui a beaucoup de résilience immobilier. Donc c'est pas un marché où les taux montent, automatiquement tout se grippe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer selon moi en 2024, 2025, 2026, 2027 ? Si on parle de l'Île-de-France, effectivement, les vendeurs sont en train d'abdiquer. Certains vendeurs sont en train d'abdiquer puisque le marché a été bloqué sur les volumes l'an dernier, en 2023. Ce qui veut dire que des vendeurs qui n'ont pas réussi à vendre en 2023, qui ont attendu avec des prix élevés, se disent si je veux vendre aujourd'hui, j'ai pas le choix, je vais peut-être baisser. Mais néanmoins, je dis à tous les gens qui nous écoutent sur Money Talk et qui nous regardent, attention à ne pas trop attendre, parce que là, on est sur un effet inverse. Donc là où je suis pas forcément d'accord
avec l'analyse de capital, c'est que cette baisse, elle est réelle, elle va peut-être durer quelques mois en 2024, mais quand les vendeurs vont comprendre que les taux sont déjà repartis à la baisse et que les acquéreurs reviennent, puisque les acquéreurs commencent déjà à revenir, on le voit chez Investissement Locatif, déjà en janvier, ça bouge beaucoup, eh bien, les prix vont repartir à la hausse. Et là, on a vraiment un truc de FOMO. Tout le monde se remet en même temps, comme sur toutes les classes d'actifs, à se dire les prix réaugmentent, il faut vite que j'achète. Les taux baissent, les prix augmentent, il faut vite que j'achète. Et en fait, ça va créer quelque chose d'exponentiel avec une forte demande qui reprend. Et c'est ce que je pense qui va se passer en 2024. Donc, ceux qui veulent passer à l'action dans l'immobilier, mon conseil, c'est de ne pas attendre forcément la baisse des taux. Moi, je viens d'acheter, alors je dis des choses, on peut se dire, mais facile de dire ça, c'est son intérêt. Je viens d'acheter 2 appartements à Paris. Je partage régulièrement sur Instagram mes acquisitions et une maison en Ile-de-France qu'on a achetée avec Michael. Et je suis passé à l'action avec des taux élevés. Le dernier, je l'ai emprunté à 4,30 sur décembre 2023. TAEG 4,90, donc le taux quand on réintègre l'assurance, etc. C'est élevé, mais je sais que ce taux, je vais le renégocier à la baisse quand ça va rebaisser. Donc j'ai acheté à un prix honteux, un prix honteusement bas et positif, parce que j'ai négocié des gens qui voulaient vendre vite. Je suis arrivé avec à les réassurer, à leur assurer que j'allais avoir mon financement, etc. Avec un taux élevé. Mais derrière, je sais que ce taux, je vais le renégocier dans 1 ou 2 ans et que le prix d'achat qui est très bas, celui-là, il ne va pas réaugmenter. Donc, je suis gagnant sur les 2 tableaux. Donc, moi, c'est le conseil que je donne aux investisseurs qui veulent passer à l'action. N'attendez pas forcément que les prix remontent avec des taux bas. Au contraire, achetez dans la baisse des taux. Vous renégocierez votre taux demain et vous allez profiter justement de quelques vendeurs pressés, comme le dit Capital, et qui vont peut-être lâcher à un très bon prix, surtout si vous passez par notre service Investissement Locatif, bien évidemment. Petite page de pub. Et moi, j'ai le sentiment que ce FOMO, il va être monstrueux, que le prochain, il va être vraiment monstrueux, quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi la promotion immobilière qui a été freinée avec les prix des matières premières qui a été freinée, qui a augmenté. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde est alerte sur le marché de l'immobilier, sur les capacités à peut-être faire d'investissement, tout ça, ou même se loger, tout simplement, basiquement. Mais j'ai le sentiment que le prochain FOMO, ça peut être encore plus fort que tout ce qui s'est passé sur 10 ans, quoi. J'ai le sentiment. Peut-être que je me trompe, mais... L'immobilier, c'est cyclique. Quand ça consolide, on retourne toujours plus haut. De toute façon, donc les prix vont avoir tendance à monter. Et c'est évidemment ce que je pense. Et c'est pour ça que je n'ai pas vendu aucun bien immobilier dans la période de crise. D'accord, ok. Donc ça sent bon pour les affaires, à peu près. Ça sent bon pour les affaires, mais surtout, au-delà des affaires, moi, ce que j'essaye de faire, hein, et là, on en revient à la passion, à la mission qu'on se donne. La mission de Greg, c'est d'aider les entreprises. Moi, ma mission, c'est que les gens, avec ou en passant par notre service ou pas d'ailleurs, hein, fassent de l'immobilier au service de leur vie. Parce qu'on a cette conviction avec Michael. On le fait à titre perso, on l'a fait faire à nos proches. J'ai fait investir mes 2 sœurs. On fait investir nos clients. Que quand on a de l'immobilier, on dort mieux. Quand on a de l'immobilier bien acheté, rentable, qui travaille au service de votre vie, on se dit pas merde, quand je vais faire la retraite, j'aurai rien. On se dit voilà, j'ai ces biens immobiliers, si j'en ai acheté plus, j'aurai une rente. Ça, c'est factuel. Alors après, on peut me dire ouais, mais Emmanuel, t'imagines, ils augmentent ta taxe foncière de 10%, de 40%, machin. Peu importe. Tu as une rente. Il y a 2 catégories de gens. Les gens qui ont de l'immobilier, qui vont avoir une rente, qui ont un patrimoine, qui peuvent le revendre. Peut-être avec des taxes qui vont augmenter, probablement, mais peu importe, ils ont un patrimoine. Et puis il y a ceux qui ne payent pas de taxes, il n'y a pas de problème, parce qu'ils n'ont rien. Donc il y a un moment, il faut choisir son camp. Et là, c'est triste pour ceux qui n'ont rien, qui sont peut-être pas passés à l'action alors qu'ils pouvaient, même sur des petits biens, ou qui ne pouvaient pas passer à l'action, hein, parce qu'il y a aussi tout cela, et on pense fort à eux, et c'est pas facile. Donc je ne juge pas, mais il faut avoir du patrimoine. Que ce soit de l'immobilier, des actions en bourse sur des entreprises résilientes, il faut avoir du patrimoine pour protéger votre famille et pour protéger votre futur, quoi. Je veux dire, il y a un moment, l'équation, elle est très simple. Donc, les Français n'ont pas forcément le choix. Et l'immobilier, c'est quelque chose de facile quand on le comprend. Nous, on a une chaîne YouTube, on a fait beaucoup de pédagogie et où vous pouvez apprendre à investir gratuitement. Comprenez les choses et passez à l'action. Moi, c'est ça mon credo. D'accord. J'avais une question sur un autre sujet qui était le sujet des formations en ligne. Alors, moi personnellement j'ai toujours été réticent un peu sur ce sujet-là. J'ai toujours vu les formateurs en ligne comme des vendeurs de tapis. Okay. Ils m'ont jamais vraiment fait rêver. Et Même avec les grosses voitures et les belles plages, ça te faisait pas rêver? Justement, c'est ça là où je me dis. La Lamborghini. Non, mais c'est là où je me dis peut-être que c'est vraiment vendre une formation juste pour vendre une formation. C'est surjouer le fait de vouloir vendre une formation. Et en gros, j'ai vu que t'as Invest Academy. Tu as une école d'influenceurs.
vous faites de Non, D'entrepreneur. Non, excuse-moi. Oula, Voilà. l'attaque personnelle. Voilà, bim. Excuse-moi. C'est une Une école école d'entrepreneur d'entrepreneur. en ligne ou c'est en physique? C'est une école pour entrepreneurs, en effet, en ligne, mais j'essaie de créer aussi du lien avec des dîners de temps en temps, du coup, en physique. D'accord. Et donc, moi, je voulais savoir à peu près votre point de vue à vous sur le marché en tant qu'en plus vendeur de formation. Qu'est-ce que vous pensez de mon inquiétude sur le fait que est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que c'est vraiment une source de savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va t'apprendre quelque chose pour réussir dans la vie, à devenir un entrepreneur à succès peut-être? Bah, ça dépend à qui tu confies ton CPF, par exemple. Il y aura forcément, dans tous les métiers, il y a du bon et du moins bon, partout. Donc, vendeur de formation, si c'est en ligne, si ça te préoccupe un peu, il y aura du bon et du moins bon. À toi de faire le tri de celui qui va vraiment t'apporter, t'enrichir humainement avec des compétences. En fait, si tu n'es pas rassuré, c'est que tu n'as peut-être pas trouvé le bon formateur qui correspond à ton besoin et tu n'as pas créé ce lien avec cette personne qui va être la bonne personne pour te former. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a potentiellement des arnaques, mais bien sûr qu'il y a aussi de très bons formateurs qui vont faire changer des vies, qui vont avoir un impact. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait cette possibilité de formation en ligne, parce que quand tu es l'autre bout de la France, bah, tu vas pas pouvoir te déplacer, habiter à Paris, où c'est un peu centralisé sur Paris, toutes les formations. Tu vas pas pouvoir te payer un hébergement et passer le temps nécessaire pour la formation. Donc au moins, tu peux le faire à distance. Ça réduit le coût, finalement, et ça améliore l'accessibilité à des connaissances. Et donc ça, c'est en soi excellent, quoi. Au-delà du fait que peut-être, ce soit un arnaqueur ou pas, le fond est formidable, parce que ça donne plus facilement l'accès à la compétence à chacun, grâce au système de mise en formation en ligne. Et comment on peut aujourd'hui, moi par exemple, si je vais sur Internet, comment je peux trouver un bon formateur? Quels sont pour vous les critères les critères? Ou même des retours clients, je sais pas. Souvent, ça va être les avis. Pour compléter, peut-être, moi, ce que je trouve génial dans la formation en ligne, tu disais qu'ils vendent du rêve, des marchands de tapis. Bon, déjà, nous, on connaît beaucoup de formateurs et en général, les plus connus ont des formations de qualité. C'est la vérité. C'est que c'est pas du court terme. Si c'est du court terme, ils disparaissent assez vite. Donc, si on prend des gens qui en plus sont clients chez nous, chez Investissement Locatif, Yomi Denzel, il fait des formations, il le fait avec le cœur. Je crois qu'il aime vraiment ce qu'il fait pour le connaître. Et donc, il le fait bien parce qu'il y croit et qu'il investit beaucoup d'énergie et sur le marketing, mais pas que. On a Christopher Wangen aussi en client sur des formations IMO. Pareil, il le fait avec le cœur. Moi, ce que je voulais dire, et il le fait bien avec le cœur, et donc ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils ont des bons retours clients et que ça se développe aussi. Il ne faut pas croire que parce qu'ils montrent des belles photos ou des voitures de sport parfois, forcément le contenu n'est pas bon. Il y a un vrai facteur, et moi c'est ça que je voulais dire et qui est hyper important à mon sens, c'est dans la capacité à donner l'envie et à motiver. Quand Christopher, si on prend son exemple, est sur des plages, qui fait des belles vidéos, qui montre le voyage, parce que lui c'est sa passion, il montre des belles voitures qu'il a... certes, c'est un peu racoleur, on va pas se mentir. C'est racoleur, c'est un peu marchand de tapis, quelque part, on pourrait dire les choses comme ça. Mais d'un autre côté, il a, grâce à ça, grâce à ce marketing, donné l'envie à beaucoup de gens de passer à l'action. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que si tu as la meilleure formation du monde, c'est toujours la même chose, hein, mais que personne n'a envie de l'acheter, donc que personne ne passe à l'action, ça ne sert à rien. Si tu as une formation de qualité, si c'est pas le cas, mais lui, c'est le cas, je le sais, si tu as une formation de qualité et que tu donnes envie aux gens de passer à l'action, forcément, ça va fonctionner. Nous, la formation, tu parlais de notre formation en immobilier qui s'appelle Invest Academy, on essaie de donner l'envie aux gens. C'est une formation derrière où, évidemment, on a passé des dizaines et des dizaines d'heures à créer le contenu avec Mickaël, un contenu professionnel, métier, issu de notre expérience. La formation est très quali. Il faut qu'on ait l'envie, il faut qu'on arrive à donner l'envie aux gens de se dire, je me suis reconnu dans leur parcours, je crois en leur discours, je sais que je vais pouvoir changer de vie avec l'investissement immobilier et j'ai envie de me former avec eux. Et les deux sont importants. Un, la qualité de la formation qu'on a créée, ou que Greg a créée sur Entrepreneur Academy avec son programme pour les entrepreneurs, mais aussi, et il faut surtout pas le minorer, l'envie qu'on va arriver à impulser aux gens de se lancer dans cette aventure et de démarrer la formation pour la mettre en pratique derrière. Il y a vraiment les deux volets. Complètement. Grégory, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour un prochain podcast? Une personne à recommander pour un prochain podcast?
ou ok, c'était pas ça la question tout à l'heure. Non, c'était quel livre tu nous recommandes, excuse-moi. Je la refais. Non, livre, moi je pense qu'il faut être large. Est-ce que tu as des ressources qui pourraient aider des gens à se lancer et qui, toi, t'ont inspiré? Ok. Dis-moi, Grégory, est-ce que tu aurais des ressources qui pourraient aider des gens à se lancer? Des recommandations? Ouais. Je suis pas un grand lecteur, mais il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai acheté le volume 1, j'ai acheté le volume 2, j'ai pas lu le volume 2 encore. Hormozy qui marque un peu, qui secoue un peu côté marketing avec sa pédagogie aussi. Et je pense que ça fait du bien qu'on soit avancé ou pas dans l'entrepreneuriat, de pouvoir repartir aussi un peu des fondamentaux. Et le volume 1, c'est, si je me dis pas de bêtises, c'est construire une offre à 100 millions d'euros. Et c'est toutes les étapes. C'est vraiment très processé, très scolaire presque, de pouvoir créer une offre, donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vous invite vraiment à aller le commander sur Amazon pour donc Hormozy, voilà l'offre. Il est version en français, donc version française qui existe, donc c'est vraiment un bon point de départ pour ceux qui veulent entreprendre ou qui veulent se remettre un petit peu en question pour repartir un peu sur les fondamentaux dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et pour un prochain podcast, est-ce que tu aimerais voir quel invité t'aimerais voir en fait sur un prochain podcast? J'aimerais bien voir Manu nous raconter encore plein de péripéties sur son quotidien entrepreneur. Et après, j'ai pas de particulièrement quelqu'un. J'ai personne qui m'inspire au fond. J'ai pas été inspiré par qui que ce soit. J'ai eu des petites influences plutôt familiales. Et si tu veux, je te présente mon tonton. Avec plaisir. On peut l'avoir, l'oncle Prouveau. C'est bien. Bah écoutez, moi ça m'a plu. J'ai beaucoup appris avec cette interview. Je trouve que on est vraiment sur une période où il faut entreprendre et avoir des conseils comme ça, c'est très précieux, je trouve. En tout cas, si ça vous a plu, castagnez ce bouton j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et puis partagez un max, comme ça donne de la force également. Et à la revoyure. Merci beaucoup, merci Grégory. Merci, à bientôt, merci pour l'invitation. À bientôt. C'était un plaisir. Merci.